Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Mais ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Voilà. On crée pour vivre, mais nous on est très contents de créer ce podcast avec Maxence qui arrive tout doucement à un rythme de croisière. Vous avez l'habitude maintenant tous les 15 jours de nous retrouver sur tous les réseaux à partir de 7h du matin le mercredi. Comment ça va Maxence ? Ça va plutôt bien, et comment tu vas toi ? Bah écoute, très bien, j'ai vu nos petits chiffres de visionnage, ça monte super bien. On a eu des super bons retours aussi sur les Reels pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous découvrent aussi par rapport à ça. Effectivement, vous pouvez découvrir certains morceaux de l'émission en morceaux de 45 secondes, 60 secondes que Maxence découpe et qui sont des portes d'entrée pour découvrir le podcast. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre grâce à ce système. Donc on vous remercie très chaleureusement. Aujourd'hui, on accueille Stéphane Carrier. Donc, je vais le faire rentrer tout de suite pour ceux qui nous suivent en vidéo. Hop, Stéphane apparaît à l'image. Pour ceux qui nous suivent sur Apple Podcast et Deezer, vous ne voyez absolument pas Stéphane et pourtant, vous avez tort. Je suis bien là, effectivement, je confirme. Alors, sur un fond flou... Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je faisais le petit... c'était une petite private joke avec ce qu'on s'était dit en amont sur effectivement le fait que tu avais un petit arrière-plan flou. Mais écoute, comme on est flou de toi, ça va aller très très bien. Je vais arrêter tes blagues nulles pour te remercier d'avoir accepté l'invitation et de rejoindre Séquence le temps d'un épisode. Et je vais laisser aussi la parole à Maxence pour démarrer cet entretien. Stéphane, ravi de te recevoir. On te connaît en tant que scénariste qui a fait beaucoup de choses. Donc, tu as commencé en faisant de la sitcom, de l'animation, puis de la fiction, pas mal policière. Donc, on parle de Léa Parker, Sœurteresse.com, RIS, Profilage, Falco, plein de choses. Jusqu'à arriver dernièrement, enfin plus récemment, à la co-création d'HPI, qui fut un gros succès. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça a démarré pour toi ? Ça a démarré il y a bien longtemps, dans une lointaine galaxie, vous vous en doutez, parce que quand on arrive scénariste, moi je fais pas partie de ces scénaristes qui ont fait des études de scénario. D'accord. Donc j'ai un profil plus atypique. En même temps, la plupart des auteurs ont un profil atypique, même ceux qui finalement ont fait un cursus de scénario, il y en a aussi beaucoup qui ont eu une première vie avant. Moi, à la base, j'ai fait des études de commerce. J'ai fait une école de commerce. J'ai fait des études assez longtemps, j'ai fait des études à Berlin, j'ai fait des études à Londres. En fait, j'adorais ça, étudier. Et en fait, ça me permettait de repousser le moment fatidique de savoir qu'est-ce que je vais faire comme métier. Et comme en même temps, à côté, j'aimais toujours écrire, mes cahiers, même de lycéens, sont remplis dans les marges de petites histoires, de petites phrases. Sauf que je n'imaginais pas qu'on pouvait vivre de ça, qu'on pouvait en faire son métier. Jusqu'à ce que je me pose plus sérieusement la question. En fait, avec les études que j'avais faites, il y avait deux voies qui s'offraient à moi par rapport à l'écriture. C'était soit je continuais dans la droite ligne de mes études et
je devenais trader, je faisais mon petit million et à 30 ans, je prenais ma retraite et je commençais à écrire avec un... Alors, fin d'entretien, Stéphane, c'est exactement ce que tu aurais dû faire, ce qu'on doit tous faire. Ouais, tu spoil là. Je n'avais pas encore donné le bon chemin. Et évidemment, il y avait l'autre chemin qui était, ne connaissant personne dans ce milieu, d'aller essayer de voilà, trouver un petit poste d'observation sur un plateau, à apporter des cafés. Et c'est plutôt vers ça que j'ai tendu en réalité. Même si entre-temps, j'ai trouvé un cursus qui m'a un petit peu permis de mettre le pied dans la porte, qui était un DESS à la Sorbonne, qui s'appelait très pompeusement « Droit et administration de la production audiovisuelle », avec un professeur qui s'appelait Sabatier, qui était assez génial et tout feu, tout flamme, et en fait qui demandait à ses élèves qu'il avait sélectionnés, qui est-ce que vous voulez rencontrer, de quoi vous voulez qu'on parle, quoi. Donc il y avait quelques cours obligatoires de marketing, de droit évidemment, mais l'essentiel c'était des personnes du milieu qu'ils pouvaient inviter et qu'ils connaissaient et qui nous racontaient leur métier. Et ce qui fait que c'était la première fois que je découvrais tous les métiers qu'il peut y avoir dans l'audiovisuel et le cinéma. Et c'était évidemment voilà, une ouverture assez grande sur ce milieu-là. Mais c'était toujours pas l'écriture. Et en même temps, à côté, dans les mêmes locaux, il y avait une espèce de conservatoire qui venait d'ouvrir, qui s'appelait le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. C'était la première année, en même temps que je faisais à la porte à côté, vraiment, ce DESS de la Sorbonne. Et avec les échanges, je me suis un petit peu incrusté dans les cours, donc j'assistais un petit peu en fantôme derrière les élèves à cette première promotion du CEEA qui entre-temps a fait Florès et qui est devenue une institution pour les scénaristes, une des voies royales. Donc je l'ai fait un peu en fond de la classe, en trichant un peu. Je ne suis pas diplômé évidemment, mais ça m'a permis aussi de comprendre un petit peu mieux le scénario. Et une fois que j'avais encore cette dernière année d'études derrière moi, il fallait vraiment se lancer, quoi. Et donc j'ai cherché des stages, tout simplement. Et le tout premier stage que j'ai fait d'ailleurs, c'était un stage de documentation, en fait, pour un projet éventuel de personnage de série. Je dirais que c'est vraiment le tout premier job payé par rapport à l'écriture. C'était Pascale Brognaud, donc une productrice très connue à l'époque, qui faisait une série qui s'appelait Le juge est une femme, qui avait fait Les Beaux Jours de TF1. Et donc, elle venait de produire ça et elle cherchait une éventuelle autre série, je ne sais pas si ça aurait été un spin-off, un sequel ou autre, autour d'une maire, mais d'une commune. Donc, une élue à la tête de la mairie dans une petite commune. Et donc, ça se serait peut-être appelé Le maire est une femme, je ne sais pas. En tout cas, j'ai interviewé pas mal d'élus comme ça pour avoir un petit peu... une sorte de documentation sur ce type de personnage. Donc, c'était la première fois que je mettais un peu les pieds dans une étude de caractère qui pouvait donner lieu à une création en fiction. Je crois qu'elle n'en a jamais rien fait, mais en tout cas, ça a été ma première expérience en la matière. Et après, alors c'était le moment, on devait être en 99, hein, ça remonte loin. Il y avait Canal+ qui lançait les sitcoms. Je ne sais pas s'il y en a certains qui se souviennent parmi les auditeurs que Alain de Greff, à l'époque, avait voulu lancer vraiment des vrais sitcoms à la française. Et à l'époque, les sitcoms, ça s'appelait... on appelait sitcom un peu n'importe quoi. C'est-à-dire c'était Hélène et les garçons, qui étaient plus des sortes de soap light, on va dire, que du sitcom selon les définitions américaines. Et à partir de là, c'était l'époque où Friends a commencé à déferler sur la France, mais il y avait plein d'autres séries qui passaient notamment sur des petites chaînes du câble comme... Jimmy, Canal Jimmy, là aussi c'était... qui diffusait Seinfeld, qui était justement le maître étalon de la vraie sitcom US, ouais. Exactement, et Alain de Greff avait l'ambition, il diffusait donc tous ces sitcoms sur Canal en prime le samedi soir, et en même temps ça devait servir de locomotive pour des sitcoms françaises. C'est une expérience qui a eu le mérite d'exister, qui n'a pas duré très longtemps. Il y a eu 4 sitcoms dans la première vague, je crois qu'après il y en a eu encore 1 ou 2, mais je ne sais pas les noms. De ces 4-là, je crois qu'il n'y en a qu'une seule que les gens ont retenue, c'était H. Donc avec Jamel, Eric Ramsey, et qui encore est diffusé ici ou là. Moi, j'étais donc stagiaire chez Canal dans l'équipe de fiction, et je lisais un peu les textes, et j'assistais aux réunions, là aussi un peu en ghost, qui prenait des notes, mais surtout qui ouvrait grand les oreilles pour savoir un petit peu ce qui se disait, comment ça se passait.
Et donc, j'ai dû rester là à peu près 6 mois. Et c'était le moment où ils ont pris la 4e sitcom dans leur slate, qui s'appelait Mes pires potes. Alors, je pense que plus personne ne s'en souvient probablement. Mais c'était une expérience assez fascinante. C'était Tu te Nagui rappelles le cast? Comment? Tu te rappelles du cast de mes pires potes? Il y avait Pascal Elbé. C'est pour ça que je m'en rappelle. C'est bien ça. Ouais. Atmen Kelly, Fred Sorel et Aude Thirion. C'était le gang des 4 personnages principaux. C'est une sorte de Friends un peu trash à la française. 4 amis qui partageaient un petit pavillon de banlieue. Et oui, il y avait des moments assez trash, quoi. Cette sitcom était produite par Nagui, qui la produisait l'année où il faisait... c'est lui qui animait Nulle part ailleurs. Si vous vous souvenez, il a animé pendant une année Nulle part ailleurs. Et en parallèle, il produisait en plus cette sitcom, et moi j'étais chargé un petit peu de coordonner l'écriture. J'étais une sorte de directeur d'écriture avec un auteur qui... En fait, le cast est aussi intéressant du point de vue des auteurs de cette série, que à mon avis tout le monde a oublié, que je n'ai pas revu depuis non plus, j'ai un peu peur de la revoir. Si ça se trouve, c'est très drôle, peut-être que c'est honteux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était complètement éclectique, c'est-à-dire que... Il y avait, on va dire, l'équivalent du showrunner, parce qu'on avait l'intention de faire comme les Américains, une sorte d'organigramme un peu à l'américaine. Et donc, le showrunner, c'était censé être... il a été showrunner pendant la moitié de la saison. C'était Jean-François Alain. Donc, qui n'avait pas encore... Il sortait des Guignols. Peut-être. Ouais. Il avait déjà fait 1 ou 2 films, mais il n'était pas encore l'auteur de OSS 117 et tous les films qu'il a fait ensuite. Donc lui, il chapeautait un petit peu l'écriture. Il y avait dans l'équipe, je me souviens pas de tous les auteurs, mais il y avait des gens aussi différents que Philippe de Chauvron et Guy Laurent, qui se sont rencontrés à l'occasion d'ailleurs de ce programme. Et eux sont les auteurs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et toute cette tous ces films-là ensuite qu'ils ont pu faire. De l'autre côté, on avait un autre futur auteur-réalisateur de cinéma qui était Michel Leclerc, qui a fait des films comme Le Nom des gens, etc. Donc entre ces trois types d'auteurs et ces 3 types d'humour, on voyait bien que ça partait un peu dans tous les sens. Et donc parfois il y avait un épisode écrit par l'un, parfois un épisode écrit par l'autre. Et c'est vrai que je pense qu'à le revoir, probablement que ça manquait un peu de cohérence. Mais c'était aussi très sympathique. Et formateur, j'imagine. Et c'était très formateur, oui, parce que c'était une série très compliquée. Et c'était une première expérience un peu violente, parce que c'était un sacré rythme. Mais c'était assez fascinant. Moi, j'écrivais pas dessus, mais je lisais tous les textes et je coordonnais, je recorrigeais parfois, mais vraiment à la marge, j'étais pas censé écrire. On a testé des choses, je pense qu'on a essuyé les plâtres aussi. Le sitcom en lui-même n'a pas eu de 2e saison, mais je crois que de toute façon, après, ils ont arrêté l'expérience des sitcoms. Je sais pas, H a dû faire peut-être 2-3 saisons, je sais plus. Mais en tout cas, l'expérience s'est arrêtée. De toute façon, De Greff aussi a quitté son poste et ils sont passés à autre chose ensuite. Donc, pour une première expérience, voilà, j'étais plongé dans le grand bain d'une manière, sans bouée, sans rien, sans filet. Et c'était très intéressant. Et c'est après cette première expérience où vraiment je me suis dit, en fait, j'ai envie d'écrire et je vais me lancer. Donc, j'ai commencé à taper dans les tout petits réseaux naissants que j'avais pu commencer à construire, on va dire, entre le DESS que j'avais eu et mes études auparavant. J'étais allé voir quelques producteurs que je connaissais de nom, je me suis présenté, voilà. J'ai rien fait, mais j'ai envie de faire, j'ai envie d'écrire. Et je crois que le premier contrat d'auteur que j'ai signé, c'était Philippe Alessandri, c'était dans de l'animation. Ça s'appelait Téléimage, donc ça c'était le groupe, je pense que c'était Téléimage Kids, ça devait être la filiale d'animation. Et c'était un programme très court pour le coup, ça devait être des modules de 5 minutes je crois, avec des petites histoires animées en flash. Je pense que ça se fait plus du tout, mais c'était assez original, sur l'histoire d'un petit groupe de musique et les déboires qu'ils peuvent traverser. Donc ils font un bœuf avec Lenny Kravitz, ils ont rendez-vous pour négocier leur contrat, et évidemment se font avoir comme des bleus, et tout ça, c'était une comédie assez light et assez délirante. T'as écrit tout seul dessus ou tu as eu d'autres scénaristes? Alors le premier contrat que j'ai eu, c'est parce que le producteur avait l'idée en tête, qui voulait la vendre à une chaîne qui s'appelait MCM à l'époque, qui était un peu le MTV français, qui normalement ne faisait pas de programme comme ça, mais c'était une première pour eux. Comme ça parlait de musique, que c'était un petit programme assez novateur pour l'époque en anime flash.
et que le ton un peu décalé leur plaisait, ils voulaient des exemples d'épisodes. Et donc, je tombais au moment où ils cherchaient un auteur pour écrire quelques épisodes pour convaincre la chaîne de commander ça. Et donc, je suis tombé juste à ce moment-là. Je lui ai écrit 2 textes. Il a dit super, j'adore, on envoie. Et puis après, la série s'est faite. Et là, on a fait une équipe d'écriture avec un jeune producteur qui chapeautait ça, qui était Arnaud Figaret. Et il y avait, alors dans l'équipe d'écriture, on n'était pas tant que ça. Il y avait Fabrice Maruca qui était là aussi, qui était devenu un pote à l'époque, qui est celui qui a ensuite. Il a fait Histoire vieille sur Arte, c'est ça, non? Ou je me trompe? La Minute Vieille, c'est ça. Minute Vieille. La Minute Vieille, et qui a fait un film de cinéma qui s'appelle Chante aussi. Donc, et après, je sais plus, il devait y avoir encore d'autres auteurs. Je suis désolé pour eux si j'ai oublié qui c'était, mais en tout cas. Ils iront juste jeter des cailloux chez toi, t'inquiète pas. Oui, mais de toute façon, j'ai blindé les fenêtres, donc ça va, je suis là-bas. Donc voilà, c'était mon premier contrat d'auteur, techniquement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, t'as ce job à Canal, tu bifurques sur vraiment du scénario. Est-ce que, tu te jettes dans un bain d'inconnus? À quel moment tu commences vraiment à gagner ta vie dessus, en fait? Alors, je te parle en connaissance de cause. Ceux qui peuvent s'intéresser à mon minuscule parcours verront que je suis passé aussi par le programme court et par l'animation, donc ça me parle plutôt bien. Et je sais aussi que tu es obligé d'en gratter beaucoup pour pouvoir payer tes factures. À quel moment, toi, tu as cette bascule qui se fait où tu dis, là, c'est bon, j'ai pu payer mon loyer? C'est sûr que ce n'est pas les premiers contrats qui font vivre, mais c'est les premiers contrats où on se dit, il y a peut-être moyen de. Il y a peut-être moyen de, si on persévère. Alors au début, on est obligé de cumuler avec d'autres choses. Moi, je faisais par exemple des fiches de lecture. Ces fiches de lecture. Alors, en tout premier lieu, en fait, le gros avantage que j'avais, c'était que sortant de cette expérience de sitcom, j'étais intermittent. J'étais intermittent et donc j'avais devant moi, au moment où je décide de sortir de l'intermittence, j'ai 1 an devant moi où je vais recevoir quand même un petit salaire tous les mois. Et ça fait quand même une sacrée différence d'avoir 1 an devant soi pour écrire ou rencontrer des gens et avoir un first shot pour trouver déjà quelque chose. Donc ça, c'était le premier élément. C'était cette première année ou année et demie, je me souviens plus à l'époque combien ça durait, et où je touchais à peu près un SMIC, on va dire. Donc ça permettait, j'avais pas de besoins spéciaux, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfants, donc là aussi, on peut s'adapter. On est assez adaptable quand on est jeune comme ça, et ça m'a permis de tenir jusqu'au premier job. Et après, j'ai assez vite essayé d'enchaîner, évidemment. Et comme j'étais parti sur ce premier job-là, j'ai fait de l'animation. C'était des programmes. Autant celui-là, ça devait être 5 minutes, si je me souviens le format. Après, je ne saurais plus dire comment je suis arrivé dessus, mais un premier programme qui faisait, ça devait être du 13 minutes. Et c'était encore de l'animation. Puis après, un autre programme d'animation qui était du 26 minutes. À chaque fois qu'on change de format, on est un petit peu mieux payé quand même, parce que c'est un peu plus de boulot, évidemment. Mais voilà, petit à petit, en prenant des formats de plus en plus longs, on commence aussi à toucher les fameux droits SACD. Parce que, voilà, on arrive... Alors, sur le truc de MCM, je crois que j'ai vraiment pas touché grand-chose. Ça représentait pas... Je sais même pas si ça passait par la SACD, parce que parfois, les programmes courts passent par la SACEM. Parfois, il y en a qui passent par la SCAM aussi. J'avais fait une sorte de petit programme pour le même producteur qui m'avait signé mon premier contrat, qui s'appelait Adi sous la mer, qui était une adaptation d'un personnage de CD-ROM à l'époque, comme on disait, qui était un personnage dans le monde ludo-éducatif. Et il avait décidé d'en faire une série avec, à chaque fois, c'était ce personnage qui allait sous la mer et qui découvrait tel animal marin ou tel élément de la faune sous-marine, etc. Donc c'était, en plus, c'était pas extrêmement complexe en termes de narration, mais ça avait d'autres challenges parce qu'on s'adresse à des enfants et qu'il faut être assez pédagogue. Il faut travailler avec des gens qui sont des journalistes spécialisés. Il faut essayer de trouver des angles pour raconter ça d'une manière un peu amusante et intéressante pour les enfants. Et j'avais fait aussi Adibou, qui était aussi un autre personnage de ludo-éducatif assez connu. Et là, c'était Adibou qui se miniaturisait et rentrait dans le corps humain et découvrait à chaque épisode un élément du corps humain. Un peu comme un très ancien dessin animé. Il était une fois la vie. Voilà, c'est ça, exactement. Donc à force de faire des séries qui finalement sont diffusées, c'était vraiment du travail de commande à chaque fois. C'était pas des créations
personnel, en me greffant comme ça sur des séries, en faisant partie de l'équipe d'écriture, ou parfois en étant le leader sur Adibou, c'était moi qui dirigeais l'écriture et qui employais d'autres auteurs, et j'écrivais une partie moi-même. Je commence à avoir des droits de diffusion qui commencent à tomber. Donc après, voilà, il y a une sorte de machine qui se met en place. Si on arrive à continuer à avoir des commandes à gauche et à droite de manière à peu près régulière, plus, là aussi, c'est jamais trop prévisible de savoir comment et combien vont représenter les droits de diffusion de la SACD, mais ça arrive toujours à un moment où on en a besoin. Donc ça tombe bien. Donc petit à petit, la machine se met en marche. J'ai pas encore d'énormes besoins, donc j'arrive à m'adapter. Et à un moment donné, donc après l'animation, je suis passé sur le programme court, qui était ce qu'on appelait la shortcom, qui était vraiment on va dire, c'était à l'époque, je crois qu'ils avaient déjà lancé un gars, une fille, et donc c'était un peu la mode. Et j'avais travaillé moi sur un truc qui s'appelait Samantha Oops. Ouais, tout à fait. Qui était un très joli succès d'ailleurs, Samantha Oops. Ouais. Donc là, j'étais juste un auteur parmi d'autres. Au début, on pouvait envoyer des sketchs complètement librement, sans avoir d'attache particulière avec la prod. Et il prenait ou il prenait pas, et puis il payait ceux qui prenaient. Et puis pour le reste, c'était un coup d'épée dans l'eau, mais on pouvait continuer, on envoyait. C'était, je sais pas si vous vous souvenez du programme, mais c'était vraiment du sketch pur. Donc c'est pas une écriture très très narrative, mais en tout cas c'était intéressant, c'était amusant. Et à un moment donné, ils ont changé de méthode et ils ont dit on va prendre ceux qui ont écrit le plus de sketchs et on va les mettre dans une room. Toujours cette idée d'essayer de faire comme les Américains. Et donc on était, je sais pas, une douzaine dans la room. Et là, ce qui changeait, c'était que tout d'un coup, il fallait pitcher ses blagues, il fallait pitcher. Et là, quand c'est de la comédie, les meilleurs sont ceux qui sont déjà drôles dans la vie de tous les jours et qui sont un peu des clowns ou qui sont un peu acteurs et qui savent très bien jouer en mettant le bon ton, etc. Ce qui n'était pas trop mon cas. Donc, je n'ai pas fait long feu. Je me suis fait virer après 3 séances, je crois. Là où d'autres, je me souviens, il y avait des auteurs qui étaient vraiment spécialisés dans la shortcom et qui ont leur nom à peu près dans toutes les shortcoms. Je crois qu'il y avait les frères Nicourt, par exemple, enfin, qui étaient vraiment les plus forts dans ce registre-là. Et il y avait des gens... Je te coupe, ça me fait un vrai effet de flashback parce que moi j'ai aussi démarré. Moi j'ai démarré avec Alain Kapoff, scène de ménage, caméra café, Camelot, et même chose en fait. J'étais dans cette fameuse writers room où je crois qu'il y avait les 2 frangins et effectivement je me suis confronté à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les gens qui étaient dans cette équipe d'écriture, qui étaient des très bons humoristes, comédiens, ont tous percé. Et c'est vrai que en plus j'étais plus jeune aussi forcément et beaucoup moins à l'aise, tu vois, à assurer, tu vois, cette façon de jouer, d'incarner dans une salle souvent pas hyper glamour non plus, quoi. Ouais, non, c'était pas un exercice dans lequel j'étais à l'aise. Comme je pense un certain nombre d'auteurs, si j'écris, c'est justement parce que j'ai pas envie de jouer, quoi. Je suis pas forcément acteur et donc c'était quand même une expérience très intéressante. Mais je me souviens, les meilleurs, c'était ceux qui étaient, par exemple, qui avaient des jobs, par exemple, saisonniers de géo au Club Med, par exemple, qui faisaient des animations Club Med. Eux, ils étaient super forts pour justement bien vendre leurs blagues, en fait. Donc je suis parti. J'ai fait aussi un autre truc qui s'appelait Bande de ouf, qui n'a pas eu un succès énorme, qui passait sur France 2. Mais c'était marrant d'avoir écrit aussi des sketchs qui étaient après incarnés parfois par des comédiens assez connus. Je me souviens de certains sketchs que j'avais écrits qui avaient été joués ensuite par Omar et Fred, par exemple. Donc bon, voilà, c'est là aussi très lointain, mais j'ai ensuite pu travailler sur une autre shortcom où on m'a demandé de chapeauter l'écriture dessus. Donc ça s'appelait Allô, t'es où ? Alors, c'était une shortcom qui était un peu plus une shortcom, je dirais, d'opportunité commerciale pour la chaîne. C'était sur TF1 et c'était un partenariat, pour ne pas dire de la pub, avec Orange. Donc en gros, c'était une manière de faire de la pub pour Orange, mais avec une sorte de pastille humoristique, assez malin comme idée. Et on a fait une saison de je sais plus combien. Ça durait, là c'était très court, c'était genre 1 minute 30, je crois, chaque sketch. Et on en a fait, je sais pas, une centaine peut-être. Mais ça m'a permis de rencontrer aussi plein d'auteurs, puisqu'il fallait que je cherche des auteurs pour faire écrire les textes. Et j'en ai écrit moi-même. Et c'était assez intéressant. Mais après tout ça, j'avais un peu fait le tour, j'avoue, de tout ce qui était shortcom et programme court.
Et ça ne répondait pas vraiment à mon envie d'écrire des histoires avec des vrais personnages. Je trouvais que c'était trop proche du sketch, qui n'était pas forcément ni là où je me sentais le plus à l'aise, ni dans ce que je voulais faire, tout simplement. Et c'est là que j'ai retrouvé quelqu'un avec qui j'avais bossé en stage à Canal+. Ça permet toujours, hein, dans tout ce que je dis, peut-être que ce qui ressort, c'est aussi l'importance des relations qu'on se fait dans ces métiers, des connexions. C'est ultra important, ouais. Et vraiment du réseau petit à petit qu'on se crée, de connaissances, de gens avec qui on a travaillé ou de gens avec qui on n'a pas encore travaillé, mais qu'on a rencontrés pour X raisons. Et là, c'était Martin Brosselet, qui était un des chargés de programme chez Canal au moment des sitcoms, et qui était celui qui avait été un peu aux États-Unis et qui connaissait bien la sitcom américaine. C'est pour ça qu'il était dans l'équipe à l'époque à Canal. Et qui avait un peu même briefé le reste de l'équipe de fiction sur vraiment la narration typique de la sitcom à l'américaine, avec les 3 intrigues parallèles, A, B, C, leur importance dans chaque épisode, l'effet boule de neige, enfin, toutes les techniques américaines qui font que la sitcom est un genre roi là-bas. Et donc, Martin me dit, je suis en train d'écrire sur cette nouvelle série qui se tourne, qui s'appelle Léa Parker, qui va être de l'Access Prime Time. Je crois que ça devait être passé le dimanche après-midi ou dimanche fin de journée. sur M6, fin de journée, je crois, ouais. C'est ça. Avec un pitch assez rigolo. C'était Sonia Rolland, qui était une Miss France, qui avait été Miss France quelques années auparavant, donc elle était très connue encore à ce moment-là. Elle n'était pas encore la Sonia Rolland de Tropique criminel, etc., telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était vraiment, je pense, ses débuts en tant que comédienne, vraiment. Et donc, il y avait un jeune producteur qui s'appelait Jean-Benoît Gilly. Enfin, voilà, il y avait une espèce d'équipe assez fraîche pour un format qui n'existait pas encore sur M6. Un pitch qui était un petit peu c'était assez light, mais c'était... qu'est-ce que c'était déjà ? Elle jouait une... Je sais pas si c'était agent secret, moitié flic, qui s'infiltrait à chaque fois dans chaque épisode dans un milieu différent. C'était un peu Alias à la française, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle très bien. C'était la grosse influence, c'était Alias, vraiment. Et Alias avec Sonia Rolland, c'est assez rigolo à faire. Et donc, Martin, qui devait écrire plein d'épisodes dessus, ne voulait pas écrire seul sur certains épisodes parce qu'il avait trop de boulot. Et il m'a dit, viens, on en fait plusieurs ensemble. Évidemment, je dis oui. Parce que voilà, ça me permettait toujours dans la stratégie de continuer à monter en format. J'apprends avec lui d'autres techniques, d'ailleurs, les techniques de post-it que je connaissais pas, par exemple. Vas-y, tiens, décris-le un petit peu pour l'auditoire. Nous, on la connaît, la technique des post-it, la connaît, mais oui. Pour la résumer simplement, c'est vraiment comme il y a dans les rooms américaines. On a un grand tableau, mettons en liège, et on va découper, on va en faire une sorte de tableau avec, par exemple, le plus classique, c'est de faire une ligne par acte. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, parce qu'en format de 52 minutes, généralement en télé américaine, c'est découpé en 4 actes, avec un teaser à l'arrivée et éventuellement un payoff à la fin, en plus de ces 4 actes. Chaque fin d'acte, il y a ce qu'on appelle un act break, donc une sorte de cliffhanger de fin d'acte. Et donc, dans chaque acte, on a un certain nombre de séquences. Donc, mettons, sur un 45 minutes américain, on va avoir en moyenne 10 séquences par acte. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, selon la longueur de ces séquences. Si on n'a qu'une seule intrigue, c'est plus simple, évidemment. On va se dire qu'il y a 10 séquences. On met 10 post-it, un pour chaque séquence, et on résume ce qui doit se passer dans cette séquence en une phrase, en tout cas qu'on peut écrire ou qu'on résume en quelques mots éventuellement, mais ça permet d'avoir sur le mur, de manière très visuelle, une vue d'ensemble de l'épisode qu'on n'a pas normalement avec sur un écran d'ordinateur. C'est plus compliqué d'avoir la vue d'ensemble, ou alors c'est écrit vraiment trop petit. Mais voilà, ça permet de voir assez vite la structure. Alors on peut fonctionner après différemment. Je me souviens que là, par exemple, on s'était dit sur Léa Parker, le plus important, c'est de trouver le dernier post-it de chaque ligne, c'est-à-dire la fin d'acte de chaque acte. Le rebondissement de fin d'acte. Et c'est là qu'on se cassait la tête vraiment pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on va trouver comme rebondissement. On sait à peu près dans quel milieu ça va se passer pour Léa Parker, dans quel est le mystère qu'elle doit résoudre et quel est le milieu qu'elle doit infiltrer. Maintenant, essayons de trouver 4 grands rebondissements où le téléspectateur se dira « Waouh, j'avais pas vu venir ça ». Et ça rebat les cartes. En général, c'est ça l'idéal. Bon, on n'arrive pas toujours à le faire aussi bien, mais en tout cas, c'est le but recherché. Et une fois qu'on a trouvé 4 idées plaisantes et qui pourraient convenir à la reine qu'on a choisie,
et au mystère de la semaine, etc. On place un post-it pour chacun. Et après, on commence à essayer de remplir chaque ligne en se disant, bon, dans cet acte-là, qu'est-ce qu'on raconte en une phrase? Et après, à partir de là, on va essayer de trouver les séquences qui vont nous amener à raconter ça. Là aussi, il faut évidemment chaque séquence, un début, une fin. Donc là aussi, quelque chose d'un petit peu étonnant, pas quelque chose de trop linéaire. Et petit à petit, on remplit un tableau avec des post-it comme ça. L'avantage des post-it, pourquoi des post-it? C'est parce qu'ils collent, mais que parfois, on redéplace des choses. C'est-à-dire, on se dit, ah ben non, mais cette séquence-là, en fait, elle serait mieux en la mettant avant. Celle-là, ce rebondissement-là, on va plutôt le mettre après. Ça serait plus logique de l'inverser, et ainsi de suite. Là où, en fait, on prend des post-it de différentes couleurs, c'est qu'en général, on n'a pas qu'une seule intrigue. Donc, en fait, on va avoir souvent au moins 2 intrigues, une intrigue principale, une intrigue secondaire, parfois une intrigue tertiaire. On peut varier les couleurs des post-it selon le personnage principal de la séquence. Et donc, tout ça commence à devenir un patchwork très coloré sur un mur. Et ça permet de travailler en groupe, surtout, d'être à plusieurs et de voir vraiment les choses en direct ensemble. Donc, c'est quelque chose qui, pour les Américains, était une évidence depuis longtemps et qui est arrivé... C'était la découverte en France. Voilà, c'était la découverte. Et donc, Martin, qui avait travaillé aux États-Unis, m'avait donc montré un petit peu ça. Et on a appliqué ça. Donc, on était quoi, Léa Parker, ça devait être 2005, 2006. 2004 à 2008, d'après notre petite fiche. Très bien, je vois que tu es bien renseigné. En tout cas, Google a été mon ami sur ce coup-là. Ça faisait à la fois, en fait, à chaque fois, j'ai appris en faisant. Donc, j'ai pas appris la théorie en faisant un cours d'1 an, un diplôme, etc. J'aurais pu le faire, mais en fait, une fois que j'étais lancé, j'ai pas vraiment trouvé l'opportunité de me dire je m'arrête et je reprends les études. J'avais déjà fait tellement d'études avant que c'était un petit peu compliqué de ressortir du milieu pour 1 ou 2 ans, passer un diplôme et ensuite revenir. J'étais lancé, donc il fallait que je continue. J'ai une petite question sur Léa Parker et après je laisserai Maxence embrayer sur quand tu as débarqué sur le prime time. De mémoire, Sonia Rolland sortait de son Sacre Miss France, c'est pas une comédienne. Est-ce que quand quand vous écriviez les épisodes, vous intégriez le fait qu'elle n'avait pas cette formation de comédienne pour lui faciliter peut-être certaines de jouer tout simplement? Ou vous vous en souciez pas du tout, vous disiez bon, on s'en fout, on écrit tel qu'on a envie de le faire? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on n'essayait pas de faire non plus, et c'était pas non plus le format n'appelait pas ça. On n'allait pas faire des répliques ultra complexes avec des phrases à rallonge. Après, j'ai pas de souvenir précis par rapport à ça, mais il est possible que après, c'est sur le plateau qu'il y a éventuellement quelques changements sur certains dialogues, sur la mise en bouche par les comédiens, que ça a pu se faire. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de règles spécifiques par rapport à ça. Donc s'il y en a eu, en tout cas, je m'en souviens pas. Mais non, je crois pas. Enfin, en tout cas, non. Je pense pas qu'il y ait eu. En tout cas, ça t'a pas marqué, en tout cas. Non, ça m'a pas marqué. Non. Mais c'était encore une fois, on était dans une configuration assez light et on pouvait faire des changements assez facilement. Il y avait vraiment une économie de. J'ai pas de court-métrage parce qu'il y avait des moyens, mais c'était très dynamique. Il y avait beaucoup d'échanges entre la prod, l'écriture, etc. Martin était très impliqué aussi dedans. Donc, s'il y avait des choses à changer, on pouvait les changer très vite. S'il fallait adapter le texte, les répliques ou quoi que ce soit. Ou pareil par rapport aux besoins de prod, un décor qui saute tout d'un coup. Mais bon, ça, voilà. Ça aussi, j'apprenais un petit peu cette réactivité qui est parfois nécessaire dans les productions. Là, c'était beaucoup d'épisodes et donc c'était un flux très tendu d'écriture. Et je me demande s'ils n'avaient pas presque un rythme à l'américaine, c'est-à-dire quasiment un épisode par semaine. Et je crois qu'il devait y avoir beaucoup d'épisodes à l'époque. Je crois qu'ils en ont fait 50 en tout. Donc ça tournait beaucoup. Aujourd'hui, on peut considérer que tu es un peu le pro de la série policière, parce que tu as écrit tellement pour tellement de séries policières. Est-ce que tu pourrais donner les codes français sur les chaînes françaises? Bon, alors le pro de la série policière, je suis pas sûr. Ah, moi, mais on le décerne. J'ai peut-être beaucoup de mentions sur mon CV, mais en fait, on est beaucoup à avoir autant d'expérience dans les séries policières parce que la série policière est un genre roi sur la télévision française. Je sais pas quel est le chiffre exact, mais ça doit être plus des 2/3 des heures de programme doivent être du policier ou du policier déguisé, on va dire. Donc on est très nombreux à avoir de l'expérience sur plein de séries comme ça. Il y a des pays où c'est encore plus loin d'ailleurs, parce que souvent les scénaristes râlent en disant mais les chaînes ne veulent faire que du policier.
En réalité, si on va en Allemagne, c'est encore pire. Il y a encore plus. Je crois que c'est genre 80% de ce qui passe à la télé, c'est du policier, et le reste, c'est du soap. Donc, le choix est beaucoup plus limité encore dans les registres. Sur les codes, ma foi, c'est pas évident. J'ai pu avoir une expérience sur, on va dire, sur les derniers feux d'une certaine télévision d'avant moi, en tout cas, qui étaient les séries de 90 minutes. Hein. Donc moi, c'était sur sœurthérèse.com. Je crois que j'ai pas fait d'autres 90 minutes. Qui était un format qui avait été créé, je crois, par Michel Blanc et Dominique Laval. Tout à fait. Complètement. Et donc, j'ai écrit un épisode avec une co-autrice, Nadège de Mirochedji, et Florence Philippona, qui a collaboré au scénario. Et c'était ma première expérience donc de Prime. Je sais plus comment c'est arrivé, mais bon, encore une fois, voilà, c'était à chaque fois visé toujours un petit peu plus haut. C'était une écriture que je découvrais. Là, c'était pas du 4 actes de 52 minutes comme j'avais pu faire sur Léa Parker. Je crois que je me souviens qu'on était plus sur 3 actes. On était plus proche d'un film, le rythme était différent. Donc, c'était une expérience très, très intéressante. Mais c'était vraiment les derniers feux, je dirais, du 90 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, hein, mais en tout cas, ce qui arrivait maintenant en force à cette période-là, c'était le 52 minutes, à l'américaine, entre guillemets, qui était plus proche de 4 actes, parfois même 5 actes sur certaines séries, pour essayer de maintenir une tension permanente et d'arriver à avoir des rebondissements de manière beaucoup plus régulière dans le récit. Donc les codes, moi, que j'ai découverts et appliqués sur la série policière sont venus surtout avec des séries comme RIS, puis après Profilage. RIS, c'était vraiment une sorte de CSI à la française. Ah, complètement, ça a été complètement assumé comme ça d'ailleurs. C'était une série qui, même visuellement, reprenait les codes et c'était c'était vraiment nouveau la télé, je m'en rappelle. Alors, ce qui était intéressant, c'est que des 52 en France, il y en avait eu très peu. Je crois que le tout premier 52 vraiment policier qu'il y a eu, ça devait être sur France Télé à la toute fin des années 90. J'ai oublié le nom, je crois que c'était Krivine qui l'avait créé et qui avait fait beaucoup d'épisodes. Il me semble que c'était Volkovitch, non, qui jouait le rôle principal. Ça vous dit plus quelque chose. Alors, en tout cas, voilà, il y avait eu cette première série qui avait montré que c'était faisable en France. TF1 s'y est mis notamment avec RIS en faisant une sorte de CSI qui par ailleurs faisait vraiment les beaux jours de la programmation sur TF1. Je crois que même dans les années 2008-2009, il y avait parfois des semaines où il y avait 4 fois par semaine CSI à la télévision française. C'est une époque qui s'apparaît. Oui, il y avait le New York, le Miami, le Los Angeles, Las Vegas. Enfin, il y avait tout. Oui. Il y avait Las Vegas. Des déclinaisons. M6, c'était NCIS. Enfin voilà, c'était vraiment. C'était l'invasion et la fiction française à l'époque était un peu à la peine au niveau des audiences. On sortait de la période dorée entre guillemets pour la génération d'avant. Avec ce qu'on appelait à l'époque plutôt les héros récurrents. C'était encore l'époque des Navarro, des Julie Lescaut. Commissaire Moulin et compagnie. Voilà. Et qui, à l'époque, parce qu'il y avait très peu de chaînes, faisait des scores d'audience qui ne feraient pas lire d'envie aujourd'hui. Et puis est arrivée effectivement la fiction américaine de 52. Là aussi, c'est encore France Télé qui a lancé le premier. Je crois que c'était Urgence, une des premières fictions de 52 qu'ils ont mis en prime time. Alors, c'était pas du policier, mais c'était du procédural aussi. Et qui a cartonné. Là aussi, c'était à la toute fin des années 90. Et là, tout d'un coup, les chaînes se sont dit, mais en fait, on peut mettre de la télé américaine, ça nous coûte moins cher que de la fiction. Et en plus, il y a plus de gens qui vont regarder. Donc, TF1 s'est engouffré dans la brèche, notamment. Ce qui a sauvé la fiction française, il ne faut pas l'oublier, c'est la politique des quotas. C'est-à-dire que s'ils avaient pu ne mettre que des séries américaines sur les chaînes françaises, ils l'auraient fait, parce que ça leur coûtait 10 fois moins cher et ça leur assurait une superbe audience à l'époque. Mais la loi leur impose d'investir et de diffuser un certain quota de séries françaises originales. C'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, bah alors si on doit faire des séries, autant les faire à l'américaine. On a lundi, mardi, mercredi, on a mis du CSI. Le jeudi, on va mettre du RIS, qui est du CSI, mais à la française. Alors, c'était pas complètement assumé officiellement, parce qu'officiellement, c'était, pour la petite histoire, l'adaptation d'un format italien. Oui, je me rappelle de ça. Parce que, comme ça, ils n'avaient pas besoin d'acheter les droits de remake. Enfin, j'imagine, après, moi, c'est ce que j'en ai retenu d'une époque. J'ai pas d'informations officielles par rapport à ça, mais c'est l'impression que ça donnait. On n'a pas besoin de payer les droits, et c'est beaucoup moins cher d'acheter les droits à la série italienne, qui, elle, était clairement un rip-off de
de CSI n'avaient pas les droits non plus, mais voilà, ils s'en foutaient. Et donc les Français étaient couverts en disant nous on a acheté le format italien. Après les Italiens, s'ils ont des problèmes avec les Américains, ils se débrouillent. Donc moi j'ai travaillé dessus à partir de la saison 3, je crois. Non, 4. À partir de la saison 4. Les 2 premières saisons étaient vraiment de la traduction littérale des épisodes italiens. Et à partir de la saison 3, ils ont commencé à faire vraiment des épisodes originaux français. Et moi, je suis arrivé sur saison 4, il n'y avait plus que ça. Fallait arriver, parce que de toute façon, je crois qu'il n'y avait plus d'épisodes italiens à reprendre. Et puis, de toute façon, la série avait pris un peu sa propre personnalité, mine de rien, et son propre envol. Quand tu arrives là-dessus, Stéphane, en fait, on te fournit même pas la Bible, en fait, on te fournit les 3 saisons et tu regardes et tu tisses par toi-même, ou il y a quand même un document? Non, il y avait une Bible. Ouais. Il y avait une Bible, non, parce que c'était bien organisé. Le producteur, c'était Benjamin Dupont-Jubin. C'était à l'époque une filiale de TF1 qui produisait ça. Et Benjamin, qui avait un peu étudié aussi aux États-Unis, encore une fois, la méthode américaine, on y revient toujours. Et donc, il avait fait une Bible qui ramassait et qui résumait un petit peu qui étaient les personnages. Et je crois qu'il y avait même une liste qui résumait à chaque fois en quelques phrases l'intrigue qui avait déjà été faite dans les épisodes précédents. Donc ça permettait d'avoir un visuel de tous les cas qui avaient déjà été traités pour pas qu'on retombe dessus et qu'on travaille inutilement. Et évidemment, il fallait regarder les épisodes en plus. Mais il y avait les deux. Mais on disait pas juste tu regardes les épisodes et tu te débrouilles. On avait un peu de documentation. Ils avaient même fait un lexique. Ils avaient fait une sorte de document pour expliquer un peu plus tout ce qui, toutes les techniques de la police scientifique, qui était vraiment la nouveauté et la mode à l'époque. Pour essayer de nous lancer et nous inciter ensuite à utiliser des techniques, mais avec des idées d'intrigue qui pouvaient être à chaque fois évidemment originales. Donc ça, c'était vraiment là le 52 minutes pur et dur, avec Benjamin qui lui a même, je crois que ça devait être sur la saison 5, a réussi pendant un moment à le faire vraiment en production aussi à l'américaine, c'est-à-dire qu'il tournait un épisode par semaine. Il crossboardait pas. Le crossboard, pour rappel, c'est lorsqu'on essaye on a par exemple 2 ou 3 épisodes d'une saison qu'on va tourner en même temps avec le même réalisateur, et on va essayer de trouver des économies d'échelle avec des décors en commun et au niveau des jours de tournage, les équipes, etc. Alors qu'aux États-Unis, c'est à chaque fois, chaque épisode est tourné indépendamment. Donc il n'y a pas d'économie spécifique, si ce n'est quand ils ont un décor, ils utilisent le même décor, évidemment. Et vous avez un conseiller scientifique? Enfin, vous aviez des policiers, des flics qui vous aidaient? Absolument. On avait des policiers scientifiques à disposition. C'est-à-dire, si on avait besoin, la prod nous mettait en relation avec tel ou tel expert. Et parfois, ils organisaient aussi des petits voyages. Ils nous avaient organisé un petit voyage à Lille, au centre hospitalier universitaire, où on est allé voir la morgue. Et on a vu la salle d'autopsie, on a rencontré des médecins légistes, etc. Et là, c'était typiquement, effectivement, dans l'idée de mieux connaître le sujet. Et la prod était assez investie là-dessus. C'est pas toujours le cas. Mais là, en tout cas, on avait aussi... J'avais écrit un épisode, notamment, où il y avait toute une histoire avec des tirs et beaucoup de balistique. Et où je m'amusais à essayer de vraiment mettre en place un dispositif qui faisait qu'on accusait de tir involontaire l'un des membres de l'équipe, et qu'on découvrait par un jeu donc scientifique, de balistique, etc., qu'en fait, c'était pas du tout lui qui avait tiré, et qu'il y avait une sorte de machination derrière tout ça. Et j'avais été mis en relation avec un balisticien à qui j'exposais les idées pour voir si elles fonctionnaient, et il m'a dit « Waouh, putain, j'avais jamais pensé à ça, parce que moi-même, j'aurais pas trouvé. Moi-même, je me serais fait avoir. » Donc j'avais trouvé ça assez gratifiant. Et on était quand même bien encadrés pour ça, dès qu'on avait besoin. Après, il n'y avait pas d'obligation. Parfois, il y avait des auteurs qui se connaissaient très bien dans un sujet et qui n'avaient pas besoin, ils étaient eux-mêmes leurs propres experts en la matière. Et donc, alors là, c'était plus pour des choses techniques. Il n'y avait pas d'experts de police scientifique parmi les auteurs, à ma connaissance. Mais comme à chaque fois, on parle de science, on trouve toujours des sujets un petit peu pointus, et comme la plupart des auteurs sont aussi un peu des geeks, parfois ils ont des marottes qu'ils arrivent à replacer dans leur scénario. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'HPI, puisqu'on aborde un peu les codes américains, et je trouve que des séries françaises qui sont plutôt récentes, surtout au niveau policier, HPI quand même
des codes qui sont très américanisés. On peut parler de la bi-association, par exemple, qui, je vais l'expliquer pour nos auditeurs, est littéralement le fait d'associer deux idées qui ne sont pas reliées pour créer du conflit et du divertissement. Mais aussi, on a cette idée de binôme qui emprunte, par exemple, on peut comparer à Bones ou Castle, ce genre de choses-là. À quoi elle ressemblait, en fait, la Bible de la série, la création? C'était quoi vraiment les départs de la création d'HPI? Je vais faire une petite parenthèse avant, sur Profilage, qui, pour le coup, était là aussi très, très américanisé. Les deux créatrices... Sophie Le Barbier et Fanny Robert, en fait, avaient fait tout un travail en amont d'analyser les séries américaines, comment elles étaient construites, notamment la structure en actes, etc., ce que tu cites là sur la bi-association, et le duo de base. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la série, mais il y avait donc un duo entre le personnage de Chloé Saint-Laurent, qui était une psychocriminologue, mais civile, qui n'était pas flic, et qui était un peu bizarre, qui était un petit peu fofolle, et incarné par Odile Villemain. Et il y avait un flic, sur les premières saisons, c'était Guillaume Cramoisan, sur toutes les saisons suivantes, le commandant Rocher, c'était le nom du personnage, c'était Philippe Basse. Il y avait, lui, vraiment, c'était le flic un peu... surtout Philippe Basse, il incarnait ce flic très physique, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Après, dans la poursuite, la baston, etc. Et donc, il y avait cette bi-association de personnages, en fait, qui permettait de créer beaucoup de situations. Et les associations d'idées, de la psychocriminologue qui voyait des choses que ne voyaient pas les flics habituellement, parce que c'est pas dans leur méthode habituelle. Et donc, je trouve qu'elles avaient déjà posé un vrai jalon sur cette manière d'envisager le procédural à l'américaine. Sur HPI, ça a été une gestation lente, hein, comme finalement souvent. On croit parfois que les séries se créent très rapidement. Ça arrive, mais ça arrive aussi que certaines séries prennent plus de temps à voir le jour. Si je reviens complètement en arrière, le tout début, donc celui qui a eu l'idée originale, c'est Nicolas Jean, qui a un fils HPI et qui se souvenait que c'était très compliqué quand son fils était jeune et que, en tant que père, il avait dû gérer des tas de situations pas possibles. Et il avait imaginé donc un procédural qui, au départ, était un procédural avec un personnage essentiellement, si je me souviens bien, qui était une jeune femme de 17 ou 18 ans et qui était une hackeuse HPI. C'était un personnage qui était assez sombre, qui était assez proche de Lisbeth Salander, c'est toujours l'exemple que je reprends dans Millennium, et qui aidait des flics à résoudre des enquêtes, notamment avec ses capacités de hacking, parce qu'elle était assez géniale. Et ce projet-là, qui était déjà porté avec les mêmes producteurs, Anthony Lancret et Pierre Logier, ils ont essayé de le vendre, et ils n'ont pas réussi. Et ils se sont dit comment est-ce qu'on peut améliorer le projet pour leur idée, je pense, c'était dès le départ de le vendre à TF1. Et ils ont simplement proposé, je crois que c'est eux qui ont proposé, en tout cas c'est venu dans la discussion entre Nicolas et eux, il vaudrait mieux que ce personnage, comme souvent sur TF1, l'héroïne principale soit une mère de famille dans la trentaine. Et c'est certainement un personnage qui parlera plus à la fois au public et aux conseillers de programme chez TF1. Donc, c'était très pragmatique, hein, comme vision des choses. Mais effectivement, en réévaluant le projet à l'aune de ce changement qui ouvrait des perspectives pour la chaîne a dit « Ok, ça nous intéresse vraiment, allez-y, développez, quoi ». Et Nicolas, lui, voulait pas le faire seul, donc il m'a dit « Viens le faire avec moi ». On avait déjà travaillé sur différents développements, mais on n'avait pas encore écrit vraiment. Non, on avait développé des bibles ensemble, mais qu'on n'avait pas encore vendues. Et donc, on écrit là-dessus, et on a surtout un contrat dès le départ aussi ils voulaient faire 2 épisodes. C'était une politique qu'ils avaient pendant assez longtemps, qui est de commander d'abord une soirée, et pas toute la série. Ils le font toujours sur certains projets. Et à partir de là, selon le succès à la diffusion, ils commandent ou pas la suite. Donc, on a ces 2 premiers épisodes et on pose des choses sur les personnages. La Bible, elle a été écrite de manière très décousue, c'est-à-dire que c'était des choses sur les personnages qu'on essayait. Donc, c'était surtout les personnages.
Et du coup, le synopsis, mais souvent c'est ce qu'on a dans une Bible, les personnages et le synopsis du pilote, c'est les éléments essentiels, on va dire. Sachant que la méthode d'enquête, on l'avait assez vite posée aussi. Elle s'inspirait de choses comme Sherlock, notamment pour essayer d'avoir des illustrations de raisonnement. Et après, de dire que voilà, c'est cette femme HPI qui est tellement géniale qu'en fait, elle ne peut pas ne pas résoudre des enquêtes. On avait trouvé cette idée de, comme souvent les surdoués, on va dire de manière générale, on s'imagine que parce qu'ils sont surdoués, ils trouvent très facilement leur place, ils vont avoir un super boulot et bien gagner leur vie. On voulait montrer que non, au contraire, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus un problème qu'un avantage. Et il y avait cette idée de... elle est en galère et notamment elle est femme de ménage. Et le début que vous connaissez, ça on l'a posé assez vite. La grosse différence avec la Morgane que vous connaissez, c'était que la Morgane qu'on avait posée à ce moment-là avec Nicolas était dans un spectre HPI différent, qui était un spectre plus Asperger, on va dire. D'accord. Plus proche de ce qui est devenu plus tard Astrid et Raphaël, par exemple. En fait, avec Nicolas, à ce moment-là, c'était plus un personnage comme ça qu'on avait en tête et qu'on a déployé sur plusieurs versions de scénario pour le tester. Et je te coupe quand tu parles, j'ai juste une petite précision parce que le truc me vient et je vais l'oublier tout à l'heure si je te la pose pas maintenant. Maxence sait très bien que je fonctionne toujours comme ça, si j'en parle pas à tout au moment où ça me traverse l'esprit, autant te dire que je ne retrouve jamais. Déjà cette phrase est tellement longue que j'ai déjà commencé à perdre la question. Tu parlais, excuse-moi, de plusieurs versions avec cette Morgane qui évolue. Est-ce que c'est des versions qui restent entre toi et le co-créateur, ou c'est des versions qui se ping-pong quand même avec la chaîne? C'est un travail entre vous deux intime ou c'est un travail qui a vraiment qui a été c'est à tous les niveaux. Non, on a un ping-pong avec les producteurs. Et après, on a un ping-pong avec la chaîne lorsqu'on a une version qu'on veut montrer à la chaîne. Après, ça revient vers nous parce que la chaîne trouve que c'est pas assez comme ci, comme ça, que l'héroïne n'est pas assez TF1 et ainsi de suite. Donc, non, le ping-pong, il se fait d'abord entre nous. Puis, quand on estime qu'il faut qu'on aille voir les producteurs, ça devient un ping-pong avec les producteurs. Et puis après, quand les producteurs estiment qu'on peut aller voir la chaîne, ça devient un ping-pong avec la chaîne. Et puis après, ça revient avec nous et ainsi de suite. On est toujours dans ce jeu à plusieurs niveaux, ces boucles à plusieurs niveaux. Donc, quand je raconte ça, il y a eu des versions qui ont été présentées à la chaîne avec ce personnage-là qui était pas encore la Morgane qu'on connaît tous. On savait qu'à un moment donné, il fallait de toute façon qu'il nous fallait une autrice. En fait, il y avait un truc qui était un peu absurde, c'est qu'il y avait 2 producteurs mecs et il y avait 2 auteurs mecs. Pour une héroïne, il y avait un problème de toute façon. Et les producteurs avaient déjà travaillé avec Alice Chegaray-Brognaud, et Nicolas aussi, sur une mini-série qui s'appelait La Menthe, qu'ils avaient produit. Je crois que ça devait être la première série que les producteurs avaient produit eux-mêmes. Et donc, ils la connaissaient bien. Et il se trouve que Alice, mais je crois qu'elle l'a déjà raconté, on l'a déjà vu dans certaines interviews, son père, qui était décédé, mais qui était un HPI aussi, mais un HPI complètement différent de ce que nous, on avait mis en place, qui était un HPI beaucoup plus fantasque, beaucoup plus fantaisiste, et finalement plus proche, même si c'était pas exactement pareil non plus, que la Morgane qu'on connaît. Et elle a apporté notamment ce changement de perspective sur le personnage principal. Le reste, les méthodes d'enquête, Karadec, etc., les autres personnages étaient déjà bien posés. Elle a encore étoffer la famille avec le bébé, ce que nous, on avait effectivement, c'était une super idée, on n'avait pas pensé à ça. Et surtout, sur Morgane, elle a apporté cette flamboyance et cette folie du personnage qui fait que tout d'un coup, le personnage, il y avait l'ensemble était là. Tout d'un coup, ça prenait une dimension qui était la dimension qui fait qu'on a eu le green light de la chaîne. Et à partir de là, on a travaillé sur le reste. Encore une fois, c'était vraiment les textes qui faisaient la Bible, plutôt que la Bible qui faisait les textes. C'est pas la seule fois que j'ai vu ça. Hein. Très souvent, en fait, la Bible, c'est souvent quelques idées qui sont posées, puis des personnages qu'on décrit, mais c'est un brouillon à gauche, à droite. Et il y a des séries où, en fait, la Bible n'existe qu'à la fin de la saison, parce qu'on a besoin d'une Bible à montrer aux auteurs qui vont arriver sur la saison suivante. Et je crois qu'aux États-Unis aussi, d'ailleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a ce nouveau personnage qui entre. Alice dialogue le pilote et on écrit en parallèle l'épisode 2. Et à un moment donné arrive le casting.
Et là, il se trouve que c'était le hasard qui fait bien les choses. Audrey Fleurot était très intéressée par un rôle récurrent sur TF1, si je me souviens bien. Et donc, c'est TF1 qui commence à packager un peu le truc en disant au producteur, Audrey Fleurot. Nous, on ne savait pas à ce moment-là. Hein, quand on écrit le rôle, on n'avait pas d'idée précise en tête. Et la production nous dit, on a Audrey Fleurot, ça serait bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et Audrey Fleurot, c'est vrai que l'image qu'on en a, moi j'avais travaillé sur Engrenage un petit peu, sur la saison 6. Donc pour moi, Audrey Fleurot, j'étais vraiment sur Joséphine Carlson, donc personnage très froid, très aussi assez manipulatrice, etc. Mais pas du tout le personnage de Morgane qu'on a sur le papier à ce moment-là. Ouais, en sachant qu'en plus Audrey Fleurot avait fait Un village français aussi en parallèle, et que c'est pas non plus, pareil, c'est pas un personnage de comédie. C'est pas un personnage de comédie, en tout cas elle n'est pas connue comme telle. Alors il y a des exceptions, il y a dans Intouchable, elle a un petit rôle, mais c'est un petit rôle de comédie où elle joue justement quelqu'un d'assez froid et ce qui rend comique, c'est le contraste avec Omar Sy et qui veut essayer de la draguer et ainsi de suite. Et il y a enfin un autre moment où elle était déjà dans la comédie, c'était dans Kaamelott, si je me souviens bien. Ça fait. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que à ce stade-là, on s'est dit ah oui tiens c'est curieux et en fait, mais très rapidement, mais presque instantanément, elle s'est fondue dans le personnage. Elle y a apporté aussi ses propres folies et ses propres gimmicks. Et Morgane était née en fait. Voilà, ça s'est passé. On a eu de la chance hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont alignées comme ça. On demande souvent et pourquoi vous pensez que ça a été un tel carton ? Et chacun qui a été dans cette aventure a une version un peu différente. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a eu aussi de la chance. Il faut toujours aussi avoir de la chance. Je ne sais plus, ça répond à ta question, Maxence ? Oui, tout à fait. Mais justement, en parlant de ce succès, puisqu'on sait très bien maintenant que HPI a été repris par les États-Unis, qu'ils ont fait High Potential, j'ai été un petit peu regarder comment tu as été crédité, et tu es crédité en tant qu'auteur sur 7 épisodes, mais pas en tant que créateur, d'après ce que je vois. Il y a un autre showrunner qui a été pris, mais comment ça se passe, tout ça, toutes ces négociations, ce déroulement ? Alors ça va chier là. Stéphane, ça se trouve, il apprend là, il est dans l'avion dans 5 minutes, il va aller péter des gueules aux États-Unis. Non, c'est. Alors, je sais pas, quand tu parles des crédits, t'as regardé sur IMDb ou sur le générique ? IMDb. Alors, IMDb, je pense que je suis crédité comme co-créateur de la série originale. Originale, tout à fait, oui, c'est vrai, mais c'est surtout aussi au niveau en tant qu'auteur de cet épisode, et du coup, il y a créateur de la série High Potential qui est Drew Goddard, justement, donc c'était pour savoir un peu plus quelles étaient les négociations, les conversations pour cette passation, justement, de la frontière. Alors, en vérité, ça s'est passé sans nous, hein. D'accord. La négociation, ça s'est fait même sans les producteurs, je crois. C'est vraiment le distributeur. En gros, c'est TF1, c'est le groupe de TF1 hein, qui gérait ça. Et c'est eux qui ont négocié directement avec ABC, Disney. Je connais pas tous les détails du deal, mais ça s'est passé tout en haut, quoi. Ça s'est pas du tout passé au niveau ni de la prod, ni de l'écriture. Et donc, j'ai découvert comme toi les crédits génériques. Et c'est vrai qu'on était un petit peu surpris de ne pas avoir la mention en début de générique. Oui. Là où normalement, la plupart des séries européennes comparables, le nom de la série originale et les créateurs de la série originale sont cités au générique de début. Donc je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, il y a des choses qui sont effectivement un peu problématiques. Après, moi, je crois que personne... les Américains, je crois, estiment qu'ils avaient acheté tous les droits et qu'à partir de ce moment-là, de toute façon, ils veulent faire leur truc à leur sauce. Ouais. Après, vous avez peut-être vu les épisodes. Bon, il y en a certains. C'est du plan à plan. Oui, quasiment. Ouais. Donc, voilà. C'est très, très proche. Ouais. Mais non, il n'y a eu aucun contact à ma connaissance. Le seul contact qu'il y a eu, c'est quand moi, j'étais à Los Angeles en début d'année pour le programme, pour travailler sur un programme d'écriture, une résidence d'écriture de la WGA. J'en ai profité pour aller rencontrer les producteurs qui étaient encore en écriture, donc ils n'avaient pas encore produit. Ils avaient produit le pilote avant, mais c'était une discussion informelle. Très sympathique au demeurant, mais complètement informelle. Et où j'ai pu raconter des tas de choses sur effectivement la jeunesse de HPI, comme je viens de raconter là. Du coup, toi, tu nous disais en intro du podcast que tu avais cette envie à chaque fois de gravir des
des étages, des marches. Est-ce que justement cette ouverture aux États-Unis avec l'adaptation de la série t'ouvre des potentialités? Comment t'as envie de les saisir? Qu'est-ce que t'as envie de faire justement de tout ça sur ce peut-être ce futur marché? Futur marché, c'est un bien grand mot, hein. C'est un marché qui est pas du tout évident. Je pense que déjà en cinéma, on voit que les réalisateurs qui sont allés travailler là-bas sont généralement revenus assez vite et pas forcément très, très satisfaits. Maintenant, moi, ça fait déjà un moment que j'essaye de trouver des possibilités de collaborer à l'international sur de l'écriture en anglais. C'était le sens de cette résidence que je citais à l'instant, qui est une résidence d'auteur proposée par la SACD, le CNC, la Villa Albertine, qui est un peu l'institution culturelle française à Los Angeles, et la fondation de la WGA, la guilde des auteurs américains, qui fait un programme de temps en temps où ils sélectionnent 6 auteurs sur projet et qu'ils emmènent ensuite 3 semaines à Los Angeles pour peaufiner, retravailler, rencontrer des gens, etc. Ça a permis de voir aussi qu'en début d'année, j'y étais en février, avec plusieurs de mes camarades, on était là après la grève qui avait fini octobre ou novembre de l'année dernière, et on pensait arriver en plein redémarrage de la machine hollywoodienne, et que nenni, en fait, on s'est aperçu que c'était très sombre, que en fait la moitié des scénaristes cherchaient du boulot, que en fait les chaînes n'avaient pas du tout relancé de commandes, ou quasiment pas, et que les perspectives étaient assez déplaisantes pour les gens sur place déjà. Donc autant dire que pour un auteur étranger d'essayer de trouver quoi que ce soit, c'était de toute façon même pas, ça n'intéressait personne. Après, oui, moi, est-ce que ça m'ouvre des portes? Je ne sais pas, on verra. Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai décidé d'arrêter après la 2e saison de HPI pour me lancer sur des projets personnels et pour profiter un petit peu de cette dynamique, parce que j'avais envie aussi de profiter du moment pour explorer des nouveaux registres narratifs, des nouveaux genres en fait. Donc là, je suis en train d'essayer de développer une série militaire, on va voir si je la vends, des séries d'action, on verra aussi. Voilà, je suis reparti dans ce qu'on appelle communément l'enfer du développement. L'enfer du développement, ça, c'est aussi par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure de comment est-ce qu'on vit de sa vie de scénariste. Il y a toujours ce subtil équilibre à trouver entre soit je prends que de la commande comme j'ai fait dans mes premières années, et on peut, si on y arrive petit à petit à rendre ça régulier, en vivre correctement, voire très correctement. Mais après, si on fait ce métier, il y a beaucoup d'auteurs aussi, et j'en fais partie, qui ont envie d'aller plus loin que de la commande, et aussi qui ont des idées à eux et qui ont des ambitions de créer leur propre série. Donc là, je l'ai fait un petit peu avec HPI, mais à la base, c'était l'idée de Nicolas, et c'était pas mon idée originale. Donc j'ai été ravi de le faire, et ça m'a beaucoup appris. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai envie de saisir l'opportunité avec l'expérience que j'ai accumulée au fil des ans pour essayer d'autres choses. J'ai fait beaucoup de policiers, donc j'essaye de me dire, là, les prochaines années, j'essaye de ne pas faire de policier. Ou en tout cas, pas du policier de la même façon. Donc on va voir où ça me mène. En tout cas, c'est l'aventure. J'ai pu voir aussi que tu as fait de la BD. Comment, au niveau de la structure, de l'écriture, tu le comparerais à un scénario? Alors, j'ai fait de la BD, c'est une BD sur le whisky. C'est une BD... Oui, j'ai cru... Alors, je fais pas une petite aparté, mais effectivement, en préparant l'émission, j'ai vu que tu avais une jolie appointance pour les boissons maltais. Absolument. En fait, c'est une passion que j'ai avec des amis. On se voit de temps en temps et on partage et on discute de ce qu'on déguste. J'insiste sur le terme déguster plutôt que boire. Mais c'est vrai que j'ai développé ça comme une passion au fil des ans. Et souvent, je me dis, j'ai envie de conjuguer le plaisir avec le travail. Donc, pourquoi ne pas raconter une histoire autour de ça? Et dans mon groupe d'amateurs de Malte, il y avait Arnaud Deléalande, qui est romancier et scénariste de BD. Et je dis, viens, essayons de trouver une histoire à raconter, allons voir ton éditeur. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a imaginé l'histoire, je ne sais pas si vous avez pu feuilleter le livre, une sorte de chasse au trésor. Donc, c'est une fiction qui mêle aussi, enfin, c'est fiction et en même temps un peu documentaire, puisque ça mêle les aventures un peu loufoques de 2 personnages, un qui est un spécialiste et un qui n'y connaît rien, qui était un néophyte total, à travers différents pays à la recherche de flacons de légendes.
Et en même temps, c'est entrecoupé de scènes avec des pages sur la fabrication, des pages sur l'histoire, dans lesquelles on propulse les personnages, mais qui racontent des choses sérieuses. Le ton est vraiment sur aventure-comédie, un peu délirant par moments. Et en même temps, il y a des choses aussi très sérieuses qu'on apprend dedans. Sur le scénario lui-même, j'ai découvert en faisant, encore une fois, c'est ma méthode. Ce qui m'a frappé au début, c'était que avec mon camarade, on a écrit vraiment... j'aurais pu écrire avec Final Draft, c'est-à-dire vraiment avec des séquences, des dialogues, etc. Le piège, c'est qu'en fait, je commençais à décrire des choses comme j'écris un scénario. Sauf que quand on écrit un scénario, c'est un film, donc ce sont des images qui bougent. Et en fait, quand on écrit un scénario de BD, ce sont des cases. Et donc les cases, il faut juste décrire quelque chose, mais pas une action qui est en train de se passer, ou alors il faut imaginer l'action telle qu'elle est prise sur le vif, ou telle qu'elle se déploie sur 2 ou 3 cases, par exemple. Donc voilà, ça c'était, je dirais, la première leçon dont je me suis aperçu dès le départ, c'était oula, attention, mais là tu es en train de dialoguer la scène comme si les personnages bougent et peuvent interagir, etc. Non, en fait, ça impliquait de redécouvrir les dialogues et la manière de décrire des scènes d'une façon différente. Après, je pense que j'avais peut-être un peu surchargé. Là, normalement, on doit signer sous peu la suite de Whisky avec le rhum. Donc, on passe du malt à la canne à sucre, avec les mêmes personnages et encore une fois avec des aventures peut-être un peu loufoques. Voilà, c'est en projet, mais ça semble pouvoir se concrétiser. Je reste toujours prudent. Et je pense qu'on va essayer là aussi de tirer les leçons de l'écriture du premier pour encore améliorer le second. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Il y a peut-être la relation aussi avec le dessinateur. On pourrait se dire que c'est comme la relation avec un réalisateur, mais j'ai trouvé ça un peu différent parce que il y avait dans la manière quand j'ai écrit le scénario, on n'avait pas de dessinateur. Je pense que c'est très, très différent du cas où lorsque le dessinateur est là dès le départ. Alors qu'en télé, c'est quasiment la plupart du temps, on écrit, il n'y a pas encore de réalisateur. Il n'y a pas de cast, etc. Et là, c'est pareil, on n'a pas le cast non plus, parce qu'on ne sait pas à quoi ressembler concrètement les personnages. On les a dans sa tête, mais après, c'est un dessinateur qui va les créer. Et donc ça aussi, c'est une donnée qui n'est pas évidente. On sait pas encore, on maîtrise pas tout à l'écriture. Et on sait que le dessinateur va devoir proposer des choses, va devoir s'approprier aussi le texte à sa façon. Et cette relation-là, voilà, j'ai découverte aussi en faisant. Et je pense que ça dépend aussi vachement de chaque dessinateur. Parce que ce dessinateur, Stéphane Douet, qui m'avait dit, il me semble, voilà, que lui, il n'était pas, par exemple, habitué à avoir un scénario aussi complet que ce qu'on avait fait. Moi, j'avais fait comme du scénario comme en télé, par exemple, avec des choses très précises. Alors, c'était du 140 planches, donc le scénario devait faire, je sais pas, peut-être 180 pages. Et tout était hyper détaillé. Et le dessinateur n'était pas habitué à ça. Lui était plus habitué à avoir une plus grande marge de manœuvre. Les scénarios sur lesquels il avait travaillé avec d'autres auteurs n'étaient pas aussi pointus dans tout ce qui était décrit, et donc laissaient aussi au dessinateur plus de possibilités. Donc, il a pris quelques libertés, et notamment sur le début de l'album, il a imaginé les choses qu'on n'avait pas pensées, et c'était très bien, parce qu'il nous a aussi apporté comme ça des choses. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'a accrédité aussi, du coup, finalement, au scénario, parce qu'il avait apporté pas mal de choses. Voilà. Dans tes autres engagements, t'es membre de la Guilde française des scénaristes. Alors c'est intéressant parce que je crois qu'on n'a pas encore abordé ce thème-là, donc je trouve que ça va être intéressant. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas d'ailleurs, tu vas pouvoir les rafraîchir des mémoires et ouvrir des esprits. C'est quoi? Ça fonctionne comment? Ça sert à quoi? C'est un syndicat, je crois officiellement c'est un syndicat. C'est un syndicat qui regroupe donc tous les auteurs professionnels, télévision, cinéma, mais je crois que le documentaire en revanche n'est pas concerné, animation. Voilà, c'est vraiment surtout audiovisuel, anime, donc audiovisuel en fait, fiction, animation et cinéma. Sachant que on doit avoir, je sais plus, ça tourne toujours autour de 300 membres à peu près. Il faut, pour postuler, soit sortir d'une des formations qui sont agréées par la Guilde. Là, il faut se reporter au site internet de la Guilde où il y a toutes les informations. Soit déjà avoir signé un certain nombre de minutes qui ont déjà été diffusées. Alors, je ne saurais plus dire de mémoire combien de minutes il faut, mais je crois que c'était inspiré un peu du système américain de Guilde, où effectivement, en fait, pour pouvoir postuler, il faut être considéré comme professionnel, et pour être professionnel, il faut déjà avoir une certaine expérience.
Après, c'est pas inatteignable comme objectif, hein, il faut se rassurer. Il y a donc ces adhésions probatoires pour les jeunes diplômés de formation agréée, et après, une fois qu'on a commencé à signer et qu'on a des choses diffusées, le problème, je crois, qui s'était posé, je ne sais pas si ça a évolué, c'était est-ce qu'on pouvait aussi quand même postuler si on n'a pas eu encore de choses qui sont diffusées, mais où on a suffisamment de contrats pour montrer qu'on a quand même déjà pas mal travaillé. Il se trouve que dans notre métier, et de plus en plus, j'ai l'impression, il y a des auteurs qui peuvent passer des années à travailler sans avoir rien de diffusé. Ouais. Parce que de plus en plus, il y a des projets qui se développent et qui ne se font pas. Comme aux États-Unis, il y a des auteurs qui passent une bonne partie de leur carrière sans avoir jamais rien à l'écran, mais qui vivent très correctement, parce que c'est de la recherche, on va dire, c'est du research and development. C'est très frustrant pour les auteurs, mais en tout cas, ils peuvent en vivre. Et en tout cas, ils peuvent être considérés comme professionnels, même s'ils n'ont pas de choses diffusées officiellement à la SACD. Ça finira bien par arriver en général lorsqu'ils sont professionnels et s'ils persévèrent. La persévérance étant une des qualités essentielles, je dirais, dans ce métier. Donc, à vérifier sur le site de la Guilde. Hein, il se trouve, faites Guilde des scénaristes sur Google. Vous pouvez voir les conditions d'adhésion. Ensuite, c'est vraiment un syndicat qui a eu l'avantage notamment de mettre en relation des scénaristes alors qu'on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer. Donc ça, c'est important, et notamment, je dirais, pour les nouveaux entrants, de voir qu'ils ne sont pas seuls. Et quand on parlait de réseau tout à l'heure, oui, c'est aussi une façon parmi d'autres de connecter avec des gens, et notamment des collègues. Et je pense qu'il y avait déjà deux pseudo-syndicats, je ne sais plus s'ils avaient le statut ou pas de syndicat, avant la Guilde. Il y avait le Club des auteurs, et il y avait une autre guilde dont je ne me souviens pas du nom. On a fusionné ça ensemble à l'époque, il y a une quinzaine d'années à peu près, pour avoir un seul interlocuteur et devenir donc, c'est, je dirais, l'un des avantages principaux de ce syndicat, c'est de représenter les intérêts de la profession en tant que telle. Ce pas des intérêts particuliers, c'est les intérêts des scénaristes, et d'essayer de faire évoluer et de professionnaliser de plus en plus ce secteur en essayant de signer notamment des accords avec les syndicats de producteurs notamment, puisque c'est avec eux qu'on est en business la plupart du temps. Ça a permis aussi parfois d'associer les auteurs à des protocoles d'accord où les auteurs n'étaient pas représentés, si ce n'est par la SACD. Mais la SACD, c'est très large. Ça ne représente pas que les scénaristes, ça représente les réalisateurs et plein d'autres répertoires. Donc, en tant que scénariste, on avait vraiment besoin d'avoir une représentation en plus de la SACD. Et ça a permis effectivement de rentrer avec la SACD, qui est l'allié principal de la Guilde, dans des négociations sur les pratiques contractuelles, notamment avec les producteurs, d'essayer de petit à petit dégager des codes de bonne conduite, parce que y a toujours certains producteurs qui essayent un petit peu d'abuser de leur position vis-à-vis de jeunes auteurs. Donc, c'est essayer de créer des conditions, ce qu'ils appellent dans les pays anglo-saxons le Minimum Basic Agreement, pour essayer d'encadrer de plus en plus le métier et d'essayer justement, évidemment, de veiller à des bonnes pratiques. Est-ce que du coup, l'IA, j'imagine, est un peu au cœur des discussions en ce moment au niveau de la Guilde ? Il y a beaucoup de discussions. Alors, dans les activités de la Guilde, outre les négociations, il y a aussi donc, les rencontres entre les auteurs, et elles se font souvent autour de whisky. Rencontres, conférences, avec beaucoup de vin, plus que de whisky. C'est Frédéric Krivine en général qui s'occupe du vin, et il s'y connaît suffisamment pour trouver des bonnes bouteilles à proposer en fin d'intervention. Et donc on se rencontre souvent d'ailleurs à la maison des auteurs de la SACD, et il y a souvent des sortes de débats auxquels on peut assister. Et il y en a eu plusieurs, effectivement, autour de l'IA récemment, qui fait partie vraiment des sujets, oui, qu'on est tous concernés. Ça reste encore très flou pour tout le monde. Chacun a probablement essayé de bidouiller des choses déjà avec ChatGPT pour voir à quoi ça ressemble. Et tout le monde semble à peu près d'accord pour dire aussi que pour l'instant, c'est pas encore ChatGPT qui va écrire des scénarios. Mais chacun essaye de voir comment ça peut éventuellement... Parce que ça va rentrer dans le boulot, forcément. Donc, chacun essaie de commencer à apprivoiser la bête pour essayer de voir comment rendre utile cette nouvelle application. C'est vrai que je te rejoins parce que on s'est amusé, comme tous les scénaristes, avec Maxence. Moi, je trouve que c'est très bien pour corriger mes fautes d'orthographe. C'est top.
Quand t'as un pavé de 5000 caractères et qu'il faut que t'en aies que 4800, c'est très bien aussi. Après, effectivement, ça... Ouais, après, on l'utilise pas mal avec Maxence pour des fois pour condenser des choses qui sont, on s'est étalé, on en a mis partout des pages et des pages. Donc ça, c'est assez pratique. Mais c'est vrai que ça n'invente pas, ça invente très mal en fait. Non, mais parce que le fonctionnement tel que je le comprends n'invente pas le fonctionnement. Il fait de la statistique. C'est ça. Il imagine ce qui est le plus probable. Dans ce qu'on lui demande, il va ressortir ce qui est statistiquement le plus probable comme réponse. Grosso modo, c'est comme ça que je le comprends. C'est ça, c'est exactement ça. Il va avoir du mal à inventer. Après, ça ne veut pas dire que le scénariste ne peut pas, avec son expérience et sa vision, aiguiller petit à petit l'IA pour obtenir des réponses qui le satisfassent. Mais moi, de ce que j'en vois et de ce que j'en perçois, je pense que ça peut être intéressant sur le syndrome de la page blanche pour lancer l'auteur. Mais après, c'est pas l'IA qui fait le travail à sa place. Je pense qu'il peut effectivement, au moment, quand on n'est pas inspiré du tout et qu'on va taper des trucs, peut-être que quelque chose va en surgir. J'en sais rien. Moi, ça m'a pas encore fait ça, mais je peux imaginer que ça peut aider à ça. Après, moi, je m'en sers plutôt pour l'instant. J'ai essayé de m'en servir pour me documenter, avec encore pas énormément de succès, mais je me dis que peut-être que ça peut marcher lorsqu'il y a des sujets que je veux explorer, puisque maintenant il y a des fonctions de recherche. J'ai vu de voir si ça peut être mieux que Google. Parce qu'en réalité, l'IA, on l'utilise déjà depuis longtemps. L'IA, c'est aussi déjà dans Google, dans les moteurs de recherche. L'IA, elle est déjà partout. Là, elle devient beaucoup plus évidente, mais... Alors la question que je me posais, c'est un petit peu pour revenir sur Engrenage. Tu arrives sur la saison 6, tu t'occupes de la saison. Alors j'ai collaboré, plus exactement, j'ai pas fait un travail énorme sur la saison 6. J'ai collaboré avec Anne Landois, qui était la showrunner. D'accord. Sur l'arche de la saison. D'accord. Donc, elle avait écrit... c'était intéressant, parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur un projet, souvent, c'est des méthodes différentes. Et Engrenage étant une série très différente de ce qui se faisait à l'époque, c'était intéressant de voir de l'intérieur comment ça se passait. Et Anne travaillait avec... elle avait quasiment écrit un roman. À l'époque, c'était, je crois, avec Olivier Norek. Ils avaient pondu un truc ensemble. Et quand Olivier Norek est parti, je suis arrivé pour l'aider ensuite à ciseler cette espèce de diamant brut qu'elle avait créé, qui était un document de 70 pages, qui racontait pas toute la saison, mais une bonne partie de la saison, et qu'il fallait ensuite ciseler. En gros, c'était sur 70 pages, il y avait peut-être les 30 premières pages, c'était l'épisode 1, donc qui était déjà très, très avancé. L'épisode 2, c'était les 15 pages suivantes, et ensuite le reste de la saison était beaucoup plus nébuleux, mais les grandes lignes étaient posées. Et donc, il fallait ciseler ça, le découper en 12 épisodes qui soient équilibrés. Et notamment, on a travaillé avec beaucoup de consultants, comme c'était là aussi une des marques de fabrique d'Engrenage, sur lesquels on teste des idées, où on leur demande qu'est-ce qui se passerait dans cette situation-là s'il arrivait telle chose à tel personnage. Et le flic, le commissaire, l'avocat va dire « Ah bah oui, mais non, mais en fait, mais ça me fait penser à ça, plutôt aussi et ça ». Et comment ça fait avancer l'histoire de la saison, quoi, en fait. Très bien. Bon, en soi, tu as un petit peu répondu à la question que j'avais pour toi, parce que c'était un petit peu quelle idée, en fait, quel amont de recherche tu as eu besoin de faire ou tu as eu besoin pour pouvoir, en fait, arriver justement dans cette saison-là et apporter vraiment quelque chose de plus. J'avais un rôle plus technique là que d'apport créatif, dans le sens où le travail de documentation avait été déjà fait en grande partie. Il m'avait fourni un dossier avec plein d'articles, etc., sur les différents sujets qu'on abordait dans la saison. Il y avait donc cette première version d'Arche qu'avait écrite Anne. Et ensuite, là où on a creusé, c'est effectivement essentiellement avec les consultants. Donc, j'ai pas été pris à ce moment-là pour une connaissance spécifique. Non, c'est que j'étais au bon endroit au bon moment. J'avais développé des choses pour son et lumière. J'avais très envie de bosser sur Engrenage. On m'a dit oui, on t'appellera. Et puis en fait, ils ont eu besoin de moi finalement plus tôt que prévu. Et hop, j'ai pu bosser pendant 3 mois là-dessus. Et voir ça de l'intérieur, c'était hyper intéressant. Mais c'est aussi une des choses que j'adore dans ce métier, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Oui. Donc c'est ça qui rend les choses passionnantes. Les choses évoluent tellement vite aussi. Les genres et parfois même les méthodes d'écriture varient d'un projet à l'autre. Donc, Comment, Stéphane, comment ça évolue ta relation maintenant avec les responsables d'unité fiction et les conseillers de programme, avec l'expérience, avec l'âge, avec l'évolution des méthodes d'écriture? Déjà, est-ce que tu as des bonnes relations ou est-ce que des fois ça a été tendu? Oui, non, j'ai des bonnes relations, mais en fait,
il y a plein de fois où moi, je n'ai pas forcément affaire au conseiller de programme. En général, c'est rare que toute une équipe d'écriture soit en relation avec le conseiller de programme. Le conseiller de programme préfère avoir un ou deux interlocuteurs. Sur HPI, pendant longtemps, effectivement, j'y allais. Après, quand Alice est arrivée, c'est elle qui se chargeait de ça, qui a vraiment pris le lead là-dessus. Sinon, je sais pas, après, par exemple, j'avais développé un truc qui ne s'est pas fait sur Netflix l'année dernière. Et là, on était par exemple pendant 2 semaines à demeure. Donc c'était amusant, c'est qu'on pouvait les voir n'importe quand de la journée. On a une question, hop, on me demandait quand est-ce que tu peux venir. On voudrait essayer une idée avec toi. Donc ça, c'était encore autre chose par rapport à le rendez-vous sur un texte. Ça y est, c'est posé, ce sera à 15h. On discute pendant 1 heure et on repart de là avec des notes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais est-ce qu'il y a une véritable évolution? Je n'ai pas vraiment vu d'évolution, si ce n'est effectivement, je pense que l'aventure à Netflix, le temps que j'ai bossé pour eux en développement, ça m'a paru un peu différent des chaînes traditionnelles. Voilà. Il y avait une très grande disponibilité, beaucoup plus que sur une chaîne traditionnelle, mais je pense que c'est leur manière de fonctionner qui est différente aussi des chaînes traditionnelles françaises. Et le fait ne serait-ce que d'avoir des rooms et qui proposent de venir chez Netflix pour faire une room pendant 2 semaines, par exemple, c'était du jamais vu. Je connais aucune chaîne qui fait ça. Et ils ont été assez malins sur ce genre de choses. Et puis on va à la cantine chez eux, et puis ils envoient des petits cadeaux, et puis enfin des petits gestes qui paraissent assez simples. Mais jamais aucune chaîne française m'a envoyé de cadeaux pour mon anniversaire, par exemple. C'est des petits gestes qui paraissent inutiles et ils doivent se dire c'est des dépenses inutiles. Mais pour les Américains, visiblement, c'est des petits soins qui font que pour que les auteurs se sentent bien avec eux. Voilà. Donc il y avait peut-être ça comme différence que je dirais. En tout cas, j'ai pas vu pour les autres plateformes, mais Netflix, j'avais senti cette volonté de choyer les auteurs. Ça ne veut pas dire que dans les chaînes françaises, on ne choisit pas les auteurs, mais c'est pas fait de la même façon. Ouais. Voilà, je dirais que c'est essentiellement ça. Et après, évolution dans les relations, non, si ce n'est que je les connais, parfois je les connais pas, ça change tout le temps aussi. Donc, il y avait des équipes que je connaissais qui sont maintenant plus forcément là. Il y a un renouvellement, mais sinon, avec les auteurs en général, je trouve que les conseillers de programme, ils sont toujours avenants, ils sont toujours sympathiques. Après, sur certains projets, lorsque ça se passe pas bien, peut-être que ça s'envenime, mais en général, chacun respecte toujours l'autre et ça se passe de manière très polie. Je sais pas, il n'y a pas de... Je sais pas si ça répond à ta question, ou alors j'ai peut-être mal compris ta question. Mais... Non, bon, je ne serais pas la première personne à mal me comprendre. Mais non, c'était plutôt dans le côté, est-ce qu'on t'a pas des fois sorti des absurdités sur un texte que tu as envoyé ou d'un coup, si, bien sûr. Programme, t'envoies un truc, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et comment tu sors de cette situation-là, toi? C'est compliqué. Je vais... Non, mais je vais pas rentrer dans des exemples précis ou donner des noms, mais je vais me référer à ce que j'ai entendu quand j'étais à Los Angeles en début d'année, là, et que j'ai trouvé assez malin, puisqu'on posait, nous, les questions. Ces questions-là, on les posait à des showrunners. Donc, c'était intéressant de voir leurs réponses. Et il y en avait qui répondaient, celui, par exemple, de Good Doctor, qui était aussi créateur de Dr House. Je crois que c'est lui qui nous disait qu'il faisait une règle quasiment de un tiers. Sur les notes que lui faisaient les execs, c'était 1/3 en général, c'est des professionnels, donc il y a à peu près 1/3 des notes qui étaient tout à fait intéressantes et à intégrer, 1/3 de choses où difficile de savoir au stade de la réunion si c'est pertinent ou pas, mais à voir. Et 1/3, on se dit ça n'a aucun sens, la personne n'a peut-être rien compris en face, mais en tout cas c'est no way. Et donc c'était à peu près l'équilibre que lui il trouvait. Après, je ne sais pas si c'était lui ou encore un autre showrunner qui disait de toute façon, moi je ne dis jamais non. En fait, quand j'ai envie de dire non, je dis juste c'est très intéressant ça. Laisse-moi y réfléchir. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis après, évidemment, qu'on ne prend pas en compte la note en question. Donc les Américains ont toujours comme ça. Cette façon, après, ça dépend des showrunners. Certains showrunners auxquels on a parlé qui sont tellement intouchables qu'ils peuvent se permettre d'envoyer balader des chargés de programme sans aucune diplomatie, et d'autres qui, à mon avis, et de façon plus intelligente, vont trouver les manières subtiles de prendre ce qu'il y a à prendre et sans heurter personne.
ne vont pas prendre les notes qui leur paraissent absurdes, mais il n'y a pas besoin pour autant d'insulter la personne avec qui on travaille ou de lui faire remarquer que c'est totalement indigent ou absurde. Donc, ça m'est arrivé. C'est pas non plus la règle, mais ça m'est arrivé, bien sûr. Et dans ces cas-là, oui, je pense que la meilleure façon de répondre, c'est de dire, écoute, je vais y réfléchir. Voilà. On va voir, je vais y réfléchir. Je ne sais pas encore. Ça permet de terminer la réunion dans de bons termes. Mais après, c'est aussi le rôle de l'auteur de trouver une réponse à des questionnements chez le diffuseur pour le rassurer. Donc, en fait, lorsqu'on sait que lorsqu'il y a des choses qui sont soulevées, qui nous paraissent absurdes, il faut quand même toujours se poser la question de mais pourquoi la personne a dit ça? Pourquoi le chargé de programme a dit ce truc qui me paraît totalement absurde? La personne n'a rien compris ou est-ce que j'ai mal écrit? Peut-être les deux. Peut-être que en fait, il y a un vrai problème que j'ai pas vu. Parce que si la personne en face de moi me suggère ou me dit une chose totalement absurde, c'est qu'il y a peut-être quelque chose avant qu'elle n'a pas comprise. Et c'est ça qu'il faut réparer plutôt que ce qu'elle me dit frontalement. Donc c'est pas cette séquence-là peut-être, mais c'est peut-être 2 séquences avant que j'avais fait un truc qui fait qu'elle n'avait pas compris ça et que dans la séquence incriminée, en fait, c'est pas cette séquence-là qui est le problème, c'est autre chose avant. Donc, quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a une remarque, il y a toujours derrière un moment où on va se dire, bon, pourquoi la personne a dit ça? Même quand ça paraît totalement absurde, voire débile, il faut se poser la question parce que ça peut être lié à autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il faut ensuite réparer, fixer, améliorer ou changer. Voilà, donc je pense que ça répond peut-être un petit peu mieux à ta question. Très bien. Je vais prendre HPI pour exemple encore, mais ça peut être là pour n'importe quel projet de série. Quand on écrit la Bible, quand on propose le projet à un diffuseur, un producteur, peu importe, est-ce qu'on a déjà en tête la fin de la série ou des idées de fin? Ou alors on vend plutôt l'idée d'un début pour que justement le diffuseur et les producteurs puissent en faire un peu ce qu'ils en veulent selon le succès? Alors, on ne raisonne pas dans ces termes-là, en tout cas pas... En fait, quand on va vendre une série, ça va dépendre déjà du format. Quand tu es sur une série récurrente type HPI, de toute façon, c'est une série qui est faite pour se dire il n'y a pas de fin. Donc, normalement, ça doit pouvoir se répéter sur 5, 10, 15 saisons. Ça devient rare 15 saisons aujourd'hui, mais pourquoi pas? En tout cas, sur le principe de la récurrence, c'est de pouvoir se dire ça fonctionne ad vitam. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les arches, même dans ce genre de série-là. Et c'est une des spécificités des séries les plus récentes. Profilage, par exemple, avait déjà aussi imposé cet aspect feuilletonnant, comme on dit, sur les personnages, sur leur vie personnelle. Les 2 showrunneuses avaient décidé vraiment qu'il y aurait une vraie trajectoire au personnage de Chloé Saint-Laurent et qu'elle voulait raconter des choses là-dessus qui étaient en marge des histoires de chaque semaine. Et le pari étant que les gens viennent pour le personnage, ils restent accrochés parce que l'histoire polar est bien construite et bien troussée et qu'on a envie de savoir la fin, on a envie de savoir qui est le coupable. C'est un petit mystère qu'on partage ensemble. Et à la fin de l'épisode, il y a un rebondissement, mais dans la vie personnelle du personnage, mettons. Et là, on se dit, là, je reviens la semaine prochaine. Il faut que je sache ce qui va arriver à Chloé. Là, c'est pas possible. Et donc ça relève de l'arche, évidemment. Et donc dans HPI, de la même façon, il y avait une arche qui a été modifiée en cours de route sur la première saison parce qu'on a eu le Covid et que pendant le Covid, on pouvait pas tourner et que la chaîne a dit mais en fait, si vous pouviez changer l'arche, ce serait pas mal parce que on aimerait plutôt que ça aille par là plutôt que par là. Bon, c'était du boulot en plus, mais finalement, l'arche telle qu'elle a été finalement filmée, écrite et filmée, fonctionne très bien aussi. Et en fait, ce qu'on voulait résoudre autour du mystère, notamment de la disparition du père de la première fille de Morgane, le père de Théa qui s'appelait Romain, qui est une des raisons pour laquelle elle va s'engager avec les flics, c'était donnant, ok, je vous aide à enquêter, mais vous me trouvez la solution à ce mystère. Qu'est-ce qui est arrivé à Romain il y a 15 ans? Finalement, ça s'est déployé sur 2 saisons. Et ça a trouvé sa résolution à la fin de la saison 2. Et ça a fait une arche comme ça, on va dire, sur 2 saisons. Mais
Je crois que j'ai oublié ce que tu me demandais précisément par rapport à ça. C'était si on proposait ça dès le début, c'est ça? C'est ça, s'il y a déjà une esquisse de fin ou d'idée justement de ces arches ou de la série en l'occurrence. Honnêtement, sur HPI, quand on a posé le principe de récurrence, la méthode d'enquête, les spécificités des différents personnages, on n'avait pas encore développé assez large pour se dire on sait jusqu'où on va. Et c'est pendant l'écriture des premiers épisodes qu'on a commencé à réfléchir vraiment sur ok, ce Romain, qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne le savait pas nous-mêmes. D'accord. Donc on a cherché, on a travaillé ça pendant un bon moment. Mais tu l'avais mis dans le dossier de présentation. Enfin, vous l'aviez, c'était introduit dans votre document pour la chaîne. Bah, tu sais, il y a eu plusieurs documents. C'est pas comme s'il y avait eu un document et après c'était Greenlight, écrivez le pilote. C'est pas comme aux États-Unis où vraiment il y a un pitch et après la chaîne signe, ok, pilote, go, et maintenant dans un mois vous nous livrez le pilote. En France, il y a plus de va-et-vient parce que il y a des curseurs qui vont bouger, etc. Et comme je le décris tout à l'heure, ça s'est fait vraiment en 3 fois. Avec à chaque fois l'arrivée d'un auteur différent pour compléter la team, et à chaque fois chaque auteur apporte quelque chose qui fait progresser le projet, et à un moment donné on a le green light. Donc c'était encore une fois pas aussi structuré qu'un document figé où tout était déjà posé. Donc pour ce qui est de la fin de la série, on savait que c'était une série récurrente, donc on savait que c'était fait pour plein de saisons. Sur l'Arche, au moment où on a commencé, où il y a eu le green light sur les 2 premiers épisodes en tout cas, on n'avait pas encore l'Arche, ça c'est sûr. On savait pas exactement où on allait. On avait plein d'idées, mais c'était pas encore écrit. Et même donc, ça a changé en cours de saison, puisque avec le Covid, on a eu un peu de temps pour retravailler ça, et ça a encore modifié les choses sur l'Arche. Après, de manière plus générale, en dehors de HPI, ça dépend vraiment des projets. Mais c'est vrai que sur des projets que je présente, je vais avoir tendance souvent à toujours essayer de prévoir une ouverture pour une seconde saison. En disant, voilà, pour une saison suivante, j'imagine ça, ça et ça. Donc oui, souvent je le prévois, mais après, ça dépend des chaînes. Il y a des chaînes qui n'aiment pas ça. Par exemple, Arte ne fait pas de 2e saison en général sur la plupart de ses projets. Donc si on va avoir présenté un projet à Arte en disant, et voilà, et pour la 2e saison, on pense à ça, déjà, ils ont l'impression qu'on n'a pas compris ce que fait Arte, ce qui est déjà un très mauvais départ. Donc, il faut adapter ça en fonction, du projet, du format et du client, pour savoir si c'est pertinent ou pas. Mais donc, en tout cas, sur HPI, on savait qu'on voulait raconter des choses en Arche, mais on ne savait pas encore où on allait. Stéphane, en dernière question, pour toi, quelles sont les grandes tendances d'écriture en scénario de série qui vont arriver? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans les prochaines années sur les thématiques, la façon d'écrire, la façon des diffuseurs, je sais pas. Sur la façon d'écrire, je pense qu'il va y avoir une collision avec l'IA, probablement. Donc on va voir, là vraiment, bien malin qui saura dire comment ça va se dérouler. Ce qui est certain, c'est que ça préoccupe tout le monde. Moi, j'essaye de rester assez positif là-dessus, et je me dis que ça va être un outil comme un autre, qui va nous apporter d'autres choses qu'on n'arrive sans doute pas encore à imaginer clairement, et qu'il nous faudra domestiquer. Et je pense que c'est essentiel que les scénaristes arrivent à s'en emparer, parce que le danger et le fantasme, c'est que les producteurs ou les diffuseurs se disent « Ah ben on n'a plus besoin des scénaristes, on va tout faire par l'IA ». Et ça, c'est la catastrophe assurée. Outre que nous, on perd notre job, mais à la limite, ça, ils en ont rien à faire. C'est plus le côté que les programmes qui en résulteraient, de toute façon, ne seront pas à la hauteur. Et voilà, ça, je dirais ça, dans les méthodes de travail, il va y avoir des choses qui vont changer avec ça. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas à quelle vitesse. L'IA bouge tellement vite qu'on n'a même pas le temps de comprendre que déjà, on est passé à un stade supérieur. Mais en tout cas, ça ouvre des nouvelles perspectives. Après, l'IA, encore à plus grande échelle, va poser d'autres questions sur, quand on voit les générations d'images et maintenant les petites vidéos qui sont générées et que tout ça devient extrêmement réaliste. Est-ce que là aussi, ça va ouvrir des nouveaux champs d'écriture par rebond, c'est-à-dire qu'on va pouvoir filmer des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, et on te disait « Non mais laisse tomber, c'est trop cher, non mais attends, on n'aura pas autant de figurants ». Est-ce que ça va pouvoir, avec l'IA, faire du Game of Thrones français, mais pas avec les moyens américains, mais parce que l'intelligence artificielle permettra de faire avec beaucoup moins d'argent des choses tout aussi spectaculaires. Je ne sais pas. Ça pose plein de questions derrière sur
toute la filière, hein, donc c'est-à-dire tous les métiers. Le cauchemar absolu étant qu'on n'ait plus besoin de personne, il n'y a plus qu'une personne qui peut faire un film entier avec des prompts. C'est pas impossible. Disons que c'est le scénario le pire qu'on puisse envisager. Je pense que la réalité sera beaucoup plus prosaïque et on sera beaucoup plus sur l'IA va certainement s'intégrer dans plein de niveaux, que ce soit à la prod, à la réalisation et même à l'écran bien évidemment et dans l'écriture. Sous quelle forme et comment on peut essayer de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et que ça ne ravage pas des pans entiers de professions, même s'il y a certaines professions pour lesquelles je serais vraiment pas optimiste, comme le doublage ou le sous-titrage ou des choses comme ça. Là, je suis pas sûr qu'on arrivera à sauver grand-chose. Après, on verra. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette autre conséquence qui serait de pouvoir écrire dans des registres qu'on s'interdit ou qu'on nous interdit en disant c'est trop cher. De faire de la science-fiction, j'adorerais. Donc, à voir. Les autres grandes tendances, ça bouge tellement vite que c'est très compliqué de savoir, par exemple, Netflix, Amazon, leur ligne éditoriale, tout ça change, évolue en permanence. Donc, savoir ce que Netflix voudra mettre à l'antenne dans 2 ans, ils ne le savent pas eux-mêmes. Donc, et je pense que ce ne sera pas la même chose que ce qu'il y a à l'écran aujourd'hui. Parce que ce qui marche, là aussi, ça change tellement vite et ils essayent de s'adapter tellement vite à leur public que le rythme de production est pas forcément facile à adapter. Le rythme d'écriture et de production n'est pas forcément facile à adapter à la vitesse à laquelle les diffuseurs veulent changer. Donc ça veut dire qu'en même temps, pour nous, auteurs, c'est peut-être aussi de se sentir un peu plus libre et d'aller là aussi explorer des choses dont on se dit ok, aujourd'hui, non. Moi j'ai des projets de séries historiques que j'ai pas vendu là cette année parce qu'on dit on fait plus d'historique, c'est fini ça. Alors ça, j'invite les auditeurs. Alors attends, je vais en profiter, chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à découvrir dans le prochain épisode une petite incursion dans la carrière de moi et Maxence avec une anecdote qui est très proche de ce que tu viens de dire, Stéphane, avec quelque chose qui nous est arrivé il y a peu de temps et ça sera dans l'épisode suivant. Très bien, il faudra me dire quand il sort, comme ça je suivrai ça. Je fais des mini spoils, hein, on fait ce qu'on peut. Ça va être le cliffhanger de la fin de l'épisode. Exactement. Non, juste pour terminer là-dessus, oui, donc sur les séries historiques, toutes les plateformes disent non, c'est trop cher, ça, puis de toute façon les ordres viennent de Los Angeles et non, pas d'historique. Mais ça ne veut pas dire que dans 2 ans, en fait, ils ne seront pas ravis de ce même projet, de pouvoir le lire et de se dire ouais, en fait, allons-y. Donc là aussi, je pense que tout ce qu'on peut écrire aujourd'hui, même si on se dit que là, il n'y a pas de guichet, comme disent les producteurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un dans 2 ans. Et comme encore, je trouve que la meilleure façon d'écrire, encore une fois, si on peut se le permettre et qu'on a déjà un fond de roulement par ailleurs, pour ce qui est du développement et des projets un peu personnels, il ne faut pas hésiter à se lancer dans des choses qui nous plaisent et sur lesquelles on a une passion personnelle sur un sujet ou un personnage ou quelque chose qu'on veut explorer, le mettre sur le papier, je pense que ça ne sera jamais perdu. Et avec un peu de chance, c'est quelque chose qui, même si aujourd'hui, ce n'est pas réaliste de le vendre, on ne sait pas, dans 3 ans, 2 ans, peut-être que ce sera justement le bon moment. Et d'être prêt à ce moment-là, c'est ça qui est difficile. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour ces précisions. Maxence finit toujours avec 3 petites questions rituelles. Exactement. Alors moi, j'en ai juste une petite à glisser à l'intérieur, très vite fait. Mais alors vraiment, je te demande en très très court. Et après, je te laisse la parole, Maxence. Stéphane, tu as combien de projets en tiroir qui n'ont pas encore vu le jour? Oula. Ça dépend si je prends les projets. Non, mais je prends que les projets dont je me dis qu'ils peuvent peut-être encore. Tout à fait. Je dirais, de façon réaliste, je dirais une demi-douzaine. Voilà, à peu près. Autour de ça. Je compte pas tous les. Il y en a plein d'autres dont je me dis non, ceux-là même. Ils ressortiront pas du tiroir, ça c'est certain. Le moment est passé et puis maintenant les choses ont trop évolué ou ça a déjà été fait autrement et ça serait pas intéressant de le faire aujourd'hui. Mais de séries dont je me dis ça vaut la peine qu'un jour je le ressorte ou qui sont en développement peut-être personnel sans avoir pour l'instant fait lire,
Ouais, une demi-douzaine. Ouais. Très bien. Maxence, je te laisse la place. Alors, quelle est la série ou le film préféré, le petit film fétiche? Alors ça, c'est vraiment, c'est la question toujours la plus terrible parce que elle est tellement reliée au moment et à l'humeur que c'est très difficile. Alors je vais juste faire l'exercice de le premier truc qui me vient à l'esprit dans la série que j'ai adorée. Le premier truc là qui me vient à l'esprit, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est The Leftovers. Voilà. Ah, très bien. Donc, je pense que c'est dans le top podcast. C'est une petite doublette. C'est une série qui reste bien ancrée, mais tout de suite après, je vais te dire Breaking Bad, Soprano, etc. Mais la première, voilà, c'était Leftovers, donc je reste sur ça. Super. Et pour le film, c'est plus facile, pour moi, ça reste Interstellar. Voilà. Très bien. Donc, le scénario que tu aurais aimé écrire? Le scénario que j'aurais aimé écrire, mais qui aurait été différent. Très bien. Eh ben, ça aurait été le scénario du Napoléon de Ridley Scott. Pour moi, il a tout faux et je l'aurais écrit complètement différemment. Et voilà, je vais m'arrêter là pour pas rentrer dans l'analyse de ce film, mais je me dis quel gâchis. Voilà. Et le dernier coup de cœur? Le dernier coup de cœur, qu'est-ce que je vais choisir pour le dernier coup de cœur? Je pense pas le Ridley Scott en tout cas. Ah non, même si j'adore Ridley Scott et que c'est un génie, hein, mais même les génies font des erreurs. Voilà. J'ai une série que j'ai pas encore finie et qui passe en ce moment, c'est The Day of the Jackal, qui est le jour du chacal, qui est une adaptation en mini-série d'un film des années 70 avec Eddie Redmayne dans le rôle principal. Et c'est un thriller avec un assassin qu'on suit et qui est traqué. Et franchement, c'est très sympa à regarder. Voilà, super. Excuse-moi, il y avait un film aussi avec Bruce Willis. C'est un lien aussi cette série? Avec Bruce Willis. Le chacal avec Bruce Willis. Il y a peut-être eu plusieurs films. Hein, ouais, parce qu'effectivement, j'ai vu passer cette série il y a pas longtemps. Je me suis demandé si c'était un lien. Un remake, une adaptation en série, enfin ce qu'on voudra. Mais en tout cas, c'est une œuvre préexistante. Oui. Ce qui me permet de faire un truc complètement putaclic pour nos auditeurs et nos auditrices. Si vous avez la réponse, vous mettez dans les commentaires, ça améliore l'algorithme et d'un coup, oh c'est magique, vous nous voyez un peu plus sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà, c'est l'art de se rattraper à une branche. Stéphane, un grand merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à vous deux, c'était un plaisir. Et comme je vous ai dit, je suis très bavard, donc il faut m'arrêter à un moment donné. Vous faites bien de couper le micro. Non, mais c'est très bien. Tu vois, Maxence, je te disais, un de ces quatre, il faudra qu'on fasse un bistrot des scénaristes qu'on a reçus. Ouais. Et on fera des émissions, tu sais, on battra des world records, 38 heures d'émission de podcast en direct. Comme ça, je pourrais dire encore plus de bêtises qu'aujourd'hui. Ce sera super. Eh ben non, parfait. Merci Stéphane, merci à vous toutes et tous qui nous suivez sur nos différents réseaux de diffusion, que ça soit en vidéo sur YouTube, ce qui n'apporte, je le dis toujours, aucun intérêt que de voir nos arrière-plans floutés, semi-éclairés derrière moi ou drapés en rouge chez Maxence. Mais voilà, continuez à nous suivre sur les plateformes d'écoute. On vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée ou de matinée selon le moment où vous nous écoutez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.